On va aller regarder le chairman, mesdames et messieurs. Il était avec Gabriel Attal. Bon, je trouve que le move est bizarre quand même. Hein. Je trouve que le move est bizarre. Je ne sais pas si Gabriel Attal... Après, à la limite, les gars, sur l'exercice, s'il s'est fait cook, vas-y, pourquoi pas. En vrai de vrai, s'il s'est fait cook, pourquoi pas. Je me fais un avis. Peut-être que je vais retourner ma veste. C'est parti. Vas-y, c'est quoi? C'est parti, on va écouter. Parole Valcher, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcelles représentant, Sect Abdoulaye, évidemment. C'est vrai que c'est un mec de Sarcelles. C'est vrai que c'est un mec de chez moi. Il y a que des purs produits à Sarcelles, les mecs, finalement. Hein. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités. Ils viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? Merci à la FFBS et Jean-Christophe Prouez. Vous faites un travail magnifique. PDG, let's get it. We hustle, baby. Me dis pas qu'il a fait l'introduction. Non, les gars, me dis pas qu'il a fait l'introduction devant Gabriel Attal. Devant l'ancien Premier ministre. Non. Il a pas fait cette introduction fou devant Gabriel Attal. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, nous sommes avec Gabriel Attal. Take a seat. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Chairman. Comment ça va? Bah ça va. Ça va, tout va bien? Ouais, très bien. Sache qu'ici on tutoie tout le monde, j'espère que c'est pas dérangeant. Aucun problème. Eh ben c'est très bien alors. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? C'est Alors la tradition ici. Je m'appelle Gabriel, j'ai 37 ans, je fais de la politique. J'ai été élu député en 2017 et ensuite je suis rentré au gouvernement. J'ai été plusieurs fois ministre, notamment de l'Éducation nationale. J'étais porte-parole du gouvernement pendant le Covid. Et ensuite j'ai été Premier ministre jusqu'à la dissolution à l'été 2024. Et depuis, je suis à nouveau député et je suis candidat pour l'élection présidentielle de 2027. Très bien, très belle présentation. Alors, on va retracer le parcours déjà dans un premier temps. J'ai interdit la baya. C'est pas le barès. Moi, je veux que tu me parles de ta jeunesse parisienne, s'il te plaît. Moi, j'ai grandi à Paris. Je suis né dans le 92, mais j'ai grandi à Paris. J'ai eu de la chance parce que j'ai grandi dans un milieu privilégié avec une famille avec des parents qui étaient présents, avec des sœurs avec qui ça se passait bien. Et puis, je me suis intéressé assez tôt à tout ce qui concerne l'engagement, l'associatif, la politique. Et puis ensuite, je me suis engagé en politique quand je suis devenu étudiant. Et parle-moi de tes centres d'intérêt, s'il te plaît. Bah, j'en ai plein. En fait, là-dessus, les gars, je pourrais pas lui reprocher d'être né dans une famille aisée. Parce que personne ne choisit sa naissance, finalement, les mecs. Hein. Ça se trouve, j'aurais pu être le fils d'un daron multimilliardaire ou j'en sais rien, tu vois. Par contre, quand tu viens d'un milieu privilégié et que tu veux diriger le pays, faut que tu comprennes une chose, monsieur Gabriel Attal. Mon gars, tu vas pas à chaque fois dérouler ton CV, ton parcours. Ton parcours, c'est pas la règle. T'as capté? T'aurais pu être dauphin des deux Siciles. C'est vrai. Parce que c'est pas parce que toi, t'as eu les bonnes écoles, les bonnes rencontres, les bonnes portes ouvertes que tout le monde peut réussir pareil juste en travaillant plus, les mecs. Hein. Encore une fois, la méritocratie n'existe pas. Je le pense encore, les amis. Je le pense encore. Aujourd'hui, je suis très branché série. Donc, je regarde beaucoup de séries le soir quand je rentre chez moi. J'aime bien le sport. Je cours beaucoup. Ça me vide la tête et ça me fait du bien. Je fais du rameur aussi. Serré, hein. Et puis après, c'est voir mes amis, ma famille, passer du temps avec eux, aller au cinéma de temps en temps quand je peux. Essayer de prendre du temps un peu pour ce qui compte. Très bien. Alors, on va retracer le parcours, comme je l'ai dit tout à l'heure. À la maison, tu viens de dire que tu es issu d'une jeunesse un peu favorisée, d'accord? Mais le papa était accro au jeu, si j'ai bien compris. Ouais, alors ça, c'est quelque chose que je raconte dans mon livre. Absolument. En fait, mes parents ont divorcé, j'étais assez jeune. J'avais 7-8 ans. Effectivement, mon père a eu une période dans sa vie où il a eu des addictions. Il y a eu le jeu et puis il y a eu la drogue aussi. Donc, ça a été une période qui était difficile pour tout le monde, pour lui évidemment, et puis pour nous aussi, pour ses enfants. Et donc, j'habitais chez ma mère, mais avec mes sœurs, on allait évidemment chez mon père un week-end sur deux et tous les mercredis, comme beaucoup de familles divorcées.
Voilà, ça a été un temps dans la vie de mon père qui a duré plusieurs années. Après, suis-je le seul qui ait envie de gifler Attal? Les gars, doucement. Mais les mecs, doucement. Après, je vais avoir des problèmes avec Twitch, les gars. Doucement les commentaires comme ça, pitié. Heureusement, il s'en est sorti. Il s'est fait interdire de jeu pour plus pouvoir aller jouer. C'était le poker. Et puis il a arrêté la drogue. Et donc, c'est une épreuve qu'on a réussi à surmonter tous ensemble. Alors, donc pour poursuivre, tu disais que toi, tu avais travaillé aussi à côté, parallèlement à tes études, d'accord, en tant que serveur. Ouais, ça c'est aussi dans le livre, absolument. En tant que ça, je l'ai lu, hein, bien entendu, très important, en tant que serveur. C'était quoi le nom du restaurant? Alors, c'était 2 restaurants à Saint-Germain-des-Prés, un restaurant qui s'appelle La Société et un restaurant qui s'appelle Le Ralph. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'en tant que politicien, tu trouves les questions légitimes sur le fait que tu n'aies pas connu énormément d'expérience professionnelle? Tu sais, quand on est un jeune engagé en politique, et il y en a dans tous les partis, il y en a au centre, il y en a à gauche, il y en a à LFI, il y en a au RN, il y en a à droite, bah forcément, tu n'as pas le bagage, l'expérience professionnelle, le CV qu'ont des personnes qui sont en politique à 60 ou 70 ans. C'est normal, on n'a pas le même âge. L'important, pour moi, en politique, c'est d'être capable d'être connecté avec tout le monde. C'est-à-dire d'être capable d'entendre tout le monde, d'être sur le terrain, d'écouter les gens, et comme ça d'avoir une ouverture sur les situations que vivent tous les Français pour être capable de répondre à leurs problèmes, puisque c'est ça le rôle des politiques. Et est-ce que toi, tu es sensible aux Français qui te disent qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts? Bah bien sûr. Tu vois? Oh, sensible aux Français, le mec qui dit bah bien sûr. Moi je vous ai toujours dit les mecs, hein, Gabriel Attal c'est le gars antipathique, hein. Je ferai toujours la même blague jusqu'à l'année prochaine, je m'en bats les couilles. Monsieur Attal, j'ai un problème, ma mère elle a un cancer et tout. Ouais, t'inquiète mon gars, mais oublie pas de mettre le bulletin Attal dans l'urne s'il te plaît. Ah, sonne. Évidemment, et notamment, et c'est un vrai problème aujourd'hui en France, les Français qui bossent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a eu un progrès ces dernières années quand même, c'est la baisse du chômage. On est d'une génération, on a toujours entendu il y a encore 10 ans dans les médias, dans les journaux, le chômage de masse, l'impossibilité de trouver du boulot pour beaucoup de monde. Ça, c'est moins le cas aujourd'hui, objectivement. Le chômage, il a beaucoup baissé ces dernières années, notamment chez les jeunes. Il reste du chômage, il reste des jeunes et des personnes qui galèrent pour trouver un emploi, mais c'est moins un problème qu'auparavant. Par contre, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des Français qui bossent, qui travaillent, et qui pourtant n'arrivent pas à s'en sortir. Qui n'arrivent pas à payer des vacances à leur famille, qui n'arrivent pas parfois à remplir le caddie à la fin du mois. Et ça, c'est le problème qu'on a en France aujourd'hui. Et moi, parmi les sujets pour lesquels j'ai envie de me battre, il y a notamment le fait de rapprocher le net du brut, c'est-à-dire faire en sorte que les salaires puissent augmenter à nouveau en France. J'ai fixé. Après, il veut faire ça en sorte. Il veut que ça arrive, mais frérot, t'es là depuis 2017 quand même, s'il te plaît. T'es là depuis 2017, t'étais dans le gouvernement, t'avais la possibilité de parler, de mener une feuille de route avec tes collègues. Je comprends pas. Depuis 2017, t'es là, mon gars. Plusieurs priorités, et ça fait partie de mes grandes priorités. Tu sais, moi, tout comme toi, j'ai suivi la politique et ce depuis pas mal de temps, etc. Et j'avais toujours ce rapport un peu mitigé sur certains politiques qui n'avaient pas connu des expériences au préalable, tu vois, aussi bien dans les municipalités qu'à plus grande échelle, tu vois. Donc, moi, si volontairement je t'ai parlé de ces choses-là, c'est parce que c'est des choses qui m'ont interpellé. Et moi, dans la municipalité, pour le coup, j'ai commencé par ça. Hein. Moi, j'ai commencé en étant conseiller municipal dans ma commune, à Vanves, toujours dans le 92. J'ai été élu, j'avais 23 ans. Et donc, j'ai commencé comme élu local, conseiller municipal. Et d'ailleurs, tu parlais des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Pendant plusieurs années, en tant que conseiller municipal, je siégeais au Centre communal d'action sociale, le CCAS. Il y en a dans toutes les communes. Absolument. Et en fait, c'est une institution, enfin, c'est un centre qui sert à donner des aides, notamment des aides financières ou des aides alimentaires, à des personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc moi, pendant des années, en siégeant au CCAS dans ma commune, je peux te dire, j'en ai vu des personnes qui étaient en difficulté. Parce qu'il y en a dans toutes les communes. Il y a des communes où il y en a beaucoup plus qu'ailleurs. Mais dans toutes les communes, t'as des personnes. Oh, c'est vide, désolé, chef, là, c'est énervant. Le mec, il a vu des pauvres, donc indirectement, il les comprend plus ou moins, quoi. Non, désolé, mais voir la pauvreté dans un dossier d'aide sociale, ce n'est pas la même chose que de vivre avec 50 € à la fin du mois, ma gueule. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Genre, moi, désolé, ça ne marche pas, mon gars. Ça ne marche pas. Ça ne prend pas. Son discours de merde, ça ne prend pas, frère. C'est de la... Mais oui, mon gars. Il a vu personne, il était juste en réunion. Peut-être, hein. Peut-être. Personnes qui sont en difficulté. Et donc, évidemment que quand on est politique, quel que soit son parcours, quelle que soit son origine, je pense que notre responsabilité, sinon de toute façon on fait pas bien de la politique, et je pense qu'à la fin on n'est même pas élu, bah, c'est d'être connecté. En plus, ce qui m'énerve, verse ta larme, Dofla. En fait, ce qui m'énerve, les mecs, c'est que il faut arrêter. Et en 2027, on aura ça, les amis. Hein. Franchement, depuis que je suis streamer, donc depuis que j'ai couvert la présidentielle de 2022 et 2027,
Là, on voit déjà des politiques qui découvrent la pauvreté. Voilà, c'est tout le temps la même chose. Macron, en 2022 ou 2017, je sais plus exactement, il avait dit « Il n'y aura plus de SDF dehors. Il y en a toujours autant. » Il faut arrêter avec les politiques qui découvrent la pauvreté en période présidentielle, comme si c'était une catastrophe naturelle. Arrêtez! C'est bon, ça suffit! Il faut arrêter ça, les gars! Faut arrêter ça! Vous étiez au gouvernement! T'étais au gouvernement, chef! Chaque année, c'est la même chose! Ils découvrent la pauvreté, ces enculés! Moi, j'en peux plus! Et d'être en prise avec les problèmes qu'ont les gens. Il y a de la souffrance, il y a de la misère en France. Et c'est ça qu'il faut être capable de voir. Et surtout, l'important, c'est d'apporter des réponses. Je vais rétropédaler un petit peu. L'école alsacienne, d'accord, ouais. Enseignement de prestige. Est-ce que tu peux nous vanter les mérites de cette école, s'il te plaît? Bon, encore une fois, j'ai eu de la chance d'aller dans une école privée. J'y étais parce que ma mère était dans cette école quand elle était elle-même jeune et enfant. Donc, elle a voulu que j'aille dans la même. Voilà, maintenant, pour moi, l'école, on parlait des salaires, mais l'autre priorité que j'ai, c'est l'école. Moi, mon objectif, c'est que tous les jeunes, tous les enfants, quelle que soit leur école... N'oubliez pas aussi, les gars, n'oublions pas aussi l'autre piège, parce qu'il avait dit, il veut rapprocher le net du brut. Alors, quand il parle des salaires, il propose de le rapprocher, le net du brut. Bon, simplement, frérot, n'oubliez pas une chose, les amis. Hein. Si tu obliges l'employeur à mieux te payer, tu baisses ce qui finance ta protection sociale. Bon, il y a plein de tweets de l'extrême droite où ils disent qu'il faut mieux payer sur le salaire net. Donc, ça veut dire qu'il y aura moins de santé, moins de retraite, moins de chômage, etc. Bon, c'est une arnaque, les mecs. Moi, je vous le dis, c'est une arnaque. Voilà, c'est une arnaque. Un mec qui va te dire qu'on va rapprocher le net du brut, c'est forcément un bail où ça va grignoter sur ton système de santé. Déjà qu'en ce moment, bah, les hôpitaux, c'est pas ouf, quoi. Voilà, au final, collectivement, on va y perdre. Exactement, Bam, exactement. Public, privé, quelle que soit la commune, quel que soit le territoire. Il va jamais te le dire de manière explicite. Avoir la même qualité d'enseignement, peut-être pas exactement le même enseignement, mais en tout cas que tout le monde ait la même chance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période où il y a beaucoup de familles qui considèrent que si elles veulent que leur enfant puisse réussir, puisse avoir les meilleures conditions d'enseignement, il faut les mettre dans le privé. Et il y aura toujours un privé, il y aura toujours un public. Mais pour moi, l'important, c'est que les gens... Putain, le jour, je me rappellerai toujours, hein. Le jour où j'avais dit à mon chat que j'aimerais bien que mes enfants soient dans le privé, comment on m'avait lynché sa mère. A raison, hein. Peut-être que vous avez raison de le faire. Hein. Se disent qu'ils ont le choix. Moi, sans me couper Gabriel Attal, hein. Moi qui ai fait mes études à Sarcelles, d'accord, banlieue, je pense que tu dois connaître cette commune, d'accord. Je veux que tu me parles de la différence entre l'école alsacienne et les écoles de seconde zone. Bah, s'il te plaît, en étant transparent. Aujourd'hui, dans des écoles privées, qu'est-ce que vont chercher les gens dans les écoles privées ? En général, les bâtiments des écoles privées ne sont pas particulièrement meilleurs que dans les écoles publiques. En général, il n'y a pas beaucoup moins d'élèves par classe dans les écoles privées que dans les écoles publiques. Qu'est-ce qu'ils vont chercher ? Ils vont chercher plus de remplacements quand les professeurs sont absents. Ça, c'est un problème qu'on a aujourd'hui beaucoup dans des collèges, dans des lycées. Où vous avez parfois un prof de maths qui n'est pas là pendant 3 mois, pendant 4 mois, il n'est pas remplacé. Ça, pour les familles, c'est insupportable parce qu'ils se disent que leur enfant, il perd une chance. Je pense qu'ils vont chercher aussi un meilleur respect des règles, se dire, voilà, il y a une autorité, elle est respectée. Et puis un suivi individualisé des élèves. C'est ça, pour moi, des différences qu'il y a entre le privé et entre le public. Et donc, l'objectif, ça doit être quoi ? Ça doit être que dans le public, on puisse accéder aux mêmes choses. Et comment est-ce qu'on y arrive ? En mettant plus de moyens dans les écoles publiques, notamment dans les quartiers les plus difficiles. Tu parlais de Sarcelles. Sarcelles, il y a une partie du territoire, si c'est peut-être même toute la commune, je ne sais pas, qui est en REP ou en REP+. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelait les ZEP avant. Absolument. Voilà, c'est-à-dire les zones d'éducation prioritaire. Et dans les choses très positives qui ont été faites ces dernières années, parce qu'il y a des choses positives quand même qui ont été faites ces dernières années, il y a notamment le choix qui a été fait de mettre plus de moyens dans les écoles de ces quartiers prioritaires pour qu'il y ait moins d'élèves par classe. C'est-à-dire que maintenant, dans une école primaire à Sarcelles qui est en REP ou en REP+, il y a 12 élèves par classe en CP et en CE1. C'est moins que dans la plupart des écoles privées. Et ça, c'est quand même quelque chose de positif. Donc voilà, il y a des mesures qui peuvent faire en sorte que dans les écoles publiques, on arrive à avoir des progrès pour qu'il n'y ait plus des familles qui se disent, en fait, si mon enfant va à l'école publique, il a moins de chances de réussir que s'il va dans une école privée. Il reste vachement... En fait, c'est probablement le passage le plus important de l'interview, hein, même si on a 10 minutes, je suis un peu un abuseur, parce que Attal, il dit quelque chose de terrible. Il était ministre de l'Éducation nationale, les amis. Il était ministre de l'Éducation nationale. Les familles choisissent le privé parce que dans le public, un professeur peut manquer à l'appel pendant des semaines, des mois, etc. Mais c'est une catastrophe, ma gueule. T'étais ministre de l'Éducation, tu ne peux pas venir en candidat à la présidentielle nous décrire l'état de l'école comme si tu découvrais le problème aujourd'hui.
C'est ça qui m'énerve. Et les gars, je vais vous dire quelque chose. Attal, il aura une lourde tâche, défendre son bilan. Défendre son bilan, mais franchement, bonne chance, mon gars. Franchement, bonne chance. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Le mec, il est en train de découvrir les problèmes de l'école alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale. Fiston, un peu de concentration quand même, mon gars. Un peu de concentration, chef. De boulot, hein. On est très loin encore d'arriver à une situation satisfaisante. Mais c'est vrai que ça doit être la priorité de tous. Moi, je suis obligé de t'interrompre parce que ce que tu viens d'avancer, c'est pas totalement réel. D'accord? Parce qu'à Sarcelles, dans les classes, ils ne sont pas 12. D'accord? Alors, ça dépend. Excuse-moi, je te laisse finir alors. S'ils ne sont pas 12 dans la classe, il y a plusieurs enseignants dans la classe. Parce qu'aujourd'hui, en REP+, Oula, merci de le rattraper, Chairman. Oula, ça c'est bien joué, ça. C'est-à-dire dans les écoles qui sont classées dans les quartiers prioritaires, depuis 2017, c'est une réforme qui a été mise en place à ce moment-là, en CP, CE1, c'est pas le cas dans toutes les classes de l'école primaire, mais CP, CE1, parce qu'on considère que c'est les classes les plus importantes, parce que c'est les classes charnières, c'est là où on commence à apprendre les fondamentaux, etc. Là, il y a des classes à effectifs réduits. Mais moi, je pense que dans cette réforme, ils ont... Je vais demander à madame, parce qu'elle est prof, je vais demander, il y a combien d'élèves dans ces classes? Il y a un mec, il y a un professeur, je crois, sur mon chat. Non, ils sont 30 avec un enseignant, j'y suis ah ouais, t'es en REP aussi, il y a 30 élèves. Donc Attal nous ment. Mais non. Lié Sarcelles. Parce que moi, j'ai des amis qui sont enseignants et justement, ils ont un son de cloche qui est totalement différent. Ils sont enseignants en quel niveau? Ils sont enseignants au collège, ils sont enseignants en primaire. Non, mais je suis en train d'énumérer. Ouais. Ils sont enseignants au collège, ils sont enseignants en primaire et même en maternelle. C'est la raison pour laquelle je me permets de te parler de ça et c'est un secteur qui m'intéresse fortement, tu vois. Donc, ce que tu es en train de dire, moi, je suis obligé de nuancer tes propos. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de bonne volonté, il y a des choses qui tentent à être mises en place, etc. Mis en place, pardon. Mais à l'heure actuelle, c'est faux. Alors je te donne un défi. S'il te plaît. Tu trouves? Ouais, en vrai, les gars, ils le cuisinent un petit peu. Mais attendez, parce qu'on est que à 12 minutes de vidéo, donc tranquille. Une école à Sarcelles qui est en REP+, ou en CP, CE1, il n'y a pas eu le dédoublement des classes, on y va ensemble. Ok. Eh ben, je prends note. Je prends note. Et on fera un petit ajout au podcast. Eh ben, écoute, je prends note en tout cas, Gabriel Attal. Mais je te remercie en tout cas de ta transparence. Bah non, mais tu sais, quand on met en place des réformes, l'important... Après, peut-être qu'il a raison sur le CPCE1, mais pour le reste, en collège, les amis, désolé, mais 25-30 élèves, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est beaucoup. Hein. C'est qu'elles puissent, de façon réelle, rentrer dans la vie des gens. Et ça, c'est un problème qu'on a en France. C'est que parfois, tu as des réformes qui se mettent en place et effectivement, ça n'arrive pas jusqu'à tout le monde. Sur ce sujet-là, franchement, il y a vraiment des moyens qui ont été mis. Et globalement, quand même, on a des classes à effectifs réduits dans les REP et les REP+. Donc franchement, s'il y a des écoles où c'est pas le cas, moi je suis preneur de la liste, je suis prêt à ce qu'on y aille ensemble pour regarder ce qui se passe. Eh ben, c'est noté, Gabriel Attal, et je te prends au mot. Alors, pour rester... Mais désolé, mais moi j'ai du mal avec ça, les amis. Hein. J'ai du mal avec ça parce que le but, là, on nous parle de l'école de Sarcelles, etc. Le but, c'est pas d'aider 3 élèves de la ville à rejoindre les écoles de riches. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de faire en sorte que l'école publique, donc l'école de Sarcelles, devienne une école où chacun peut réussir, en fait, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller s'exporter, d'aller faire un mercato en mode, toi, on va te prendre, on va te mettre dans une école de riches. Non, on veut que l'école du 95, l'école tout de suite maintenant, ça marche. Faut que ça fonctionne. Merde, quoi. Bonjour, assalamu alaikum les gens. Salut mon frère, salut, assalamu alaikum. Salut. Il a beau essayer de se rattraper, il a quand même menti en 4K. Bah, les mecs, cette vidéo sera beaucoup suivie, je pense. Attal, il va commencer à faire le tour des plateaux et défendre son bilan. C'est Colistier, parce qu'il y a un mec dans le chat qui m'a interpellé. Dofla, qui va défendre son bilan? Mais vous pensez que Attal, il sera tout seul à défendre son bilan? Jamais de la vie. Mais attends, mais Gabriel Attal, il a des... Comment il s'appelle Alors, excusez-moi les gars, je fais un grand écart. Comment il s'appelle l'indienne? J'ai le droit de dire ça ou pas, les gars? Comment s'appelle l'indienne qui soutient Gabriel Attal? Excusez-moi, je l'ai dit, les gars. Voilà, Priska Tevno, voilà, c'est ça. Il y aura forcément des personnes qui auront les épaules pour défendre le bilan de Gabriel Attal. C'est interdit ce que j'ai dit ou pas, les mecs? Est-ce que c'est interdit ce que j'ai dit ou pas? Est-ce qu'elle est indienne? Putain, si elle est pas indienne, je suis dans la merde. Oh putain de merde. Ah! Je suis dans la merde. Mais bref, il y aura des macronistes qui vont avoir les couilles de défendre son bilan, quoi. Elle est pas indienne. Merde! Elle est mauricienne! Merde! Désolé, Priska. Priska, j'ai quand même cherché sur internet. Oh, le nom de famille! Non, c'est Île Maurice!
putain, pardon, excusez-moi, pardon, les gars, pardon, excusez-moi. L'erreur est humaine, les gars, l'erreur est humaine. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis en CE2 à Argenteuil, j'ai 27 élèves et mes collègues de CP de C1 sont à 12. L'idéal, ce serait 19 par classe, quel que soit le niveau. Ok, 19 par classe, peu importe le niveau. D'accord, ok. Un petit peu, on va partout chez We Hustle pour rester sur la thématique de l'école, etc. Tu as été ministre de l'Éducation nationale, ouais. Ok. Est-ce que pour toi, ça a du sens d'être ministre de l'Éducation nationale et ne pas avoir été dans l'école publique? Tu vois, c'est une question récurrente, je sais, mais je suis obligé de te la poser. Mais tu sais, moi, ce sujet-là, quand j'ai été nommé ministre de l'Éducation nationale, j'ai fait ce qu'on appelle la passation de pouvoir, donc j'ai fait un discours en arrivant au ministère. Et la première chose que j'ai dite, c'est, je sais que certains vont me critiquer, parce que j'ai été dans une école privée et que je suis maintenant ministre de l'Éducation nationale. Mais en fait, les écoles privées, il y en a dans le pays. Par ailleurs, c'est pas mon choix. Mes parents, ils m'ont mis dans une école privée quand j'étais enfant. C'est pas un choix que j'ai fait. Et j'ai tout de suite dit que moi, mon objectif, ça allait être d'agir pour l'école publique, pour qu'on puisse renforcer les moyens de l'école publique, pour que les élèves des écoles publiques puissent avoir les mêmes chances que les élèves des écoles privées. Donc, encore une fois, l'important, c'est pas d'où on vient. Non, finalement, non, la question, elle est pas ouf. En fait, la question, elle est pas ouf parce que là, Attal, il a raison sur le coup. Putain, je vais le défendre un petit peu. En fait, t'es allé dans le public, enfin, t'es allé dans le privé, mais ça va pas t'interdire automatiquement de défendre le public. Tu peux constater à travers les piles de dossiers ici et là et les témoignages des professeurs, les syndicats et tout, pour voir que le public, il est catastrophique. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire le public pour être ministre de l'Éducation. Genre après, putain, je suis obligé de le défendre un petit peu. Mais bref, on écoute la suite. C'est où on veut aller. C'est ça. Mais comment il peut savoir les difficultés du public? Mais justement, témoignages, les syndicats, revendications, les trucs de doléances, je sais pas quoi. Il y a des remontées, les parents d'élèves et tout. Donc bref, la question est pas ouf, mais c'est pas grave. Enfin, c'est ça la politique et ça doit être ça la France aussi. Parce que si on passe son temps à considérer que certains sont disqualifiés en fonction de leur passé, en fonction de leur enfance, en fonction de là où ils ont... Du coup, il va trouver une escape. Facile. La question, elle est pas pertinente. Mais bref. Grandi, on rentre quand même dans quelque chose d'assez compliqué, qui peut même se retourner contre tout le monde. Donc, pour moi, l'important, ça doit pas être de se poser la question de savoir d'où il vient, mais qu'est-ce qu'il veut faire. C'est quoi son projet, c'est quoi son mandat. Tu pourrais avoir quelqu'un qui n'a pas forcément été dans l'école privée, mais qui, il a je sais pas, pour des raisons politiques, décide de faire une action exclusivement pour l'école privée. Le fait qu'il ait été dans l'école publique, à ce moment-là, ne l'exonère pas de critiques. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends ce que tu dis, mais tu admettras que cette question n'est pas saugrenue. Parce que... non seulement elle n'est pas saugrenue, mais c'est même moi qui en ai parlé quand j'ai été nommé à l'époque. Non, mais je sais, mais tu sais, Amélie Oudéa Castrea, d'accord, on lui a jeté l'opprobre. Parce qu'elle était ministre de l'Éducation nationale et ses enfants ont été dans le privé. Donc forcément, on est très, très sensible à ces sujets-là. Donc tu vois, c'est la raison pour laquelle aussi je me permets de te poser cette question. Parce qu'il y a des fois où on se dit, mais comment il peut agir puisqu'il ne connaît pas tous les rudiments? Mais tu sais, de toute façon, personne ne peut tout connaître en France. Quand tu es un politique, comment est-ce que tu fais pour agir efficacement? En fait, tu vas rencontrer les gens. Tu vas sur le terrain, tu vas dans des écoles, tu vas parler avec des profs, tu vas parler avec des parents d'élèves, tu vas parler avec des élèves. Personne... de façon innée, de façon naturelle, ne connaît tout sur tout. Ou alors, il faut me le présenter. Donc, si tu veux, quand tu arrives dans un ministère, quand tu es ministre de quelque chose, la première chose que tu fais, c'est que tu vas voir les acteurs qui sont concernés. Tu vas voir les syndicats, tu vas voir les gens qui travaillent dans les écoles, tu te déplaces, tu vas sur le terrain, tu écoutes les gens, et après, tu apportes des solutions et tu fais des réformes. Ouais, mais t'as rien fait, mon gars. Mais désolé, mais les enseignants n'ont pas besoin de visite d'un ministre, ma gueule. Ils te demandent des postes, augmentation de salaire, des remplaçants aussi, parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. T'as des profs qui sont pas remplacés. Ah, c'est bon, les visites ministérielles. C'est bon, ma gueule, on a compris. Ça y est. C'est comme tout à l'heure quand j'avais parlé de Marseille. À chaque ministre de l'Intérieur, ils viennent toujours à Marseille pour dire « Ah, le narcotrafic, ce sera la guerre, nanani. » Et il se passe jamais rien, genre. Toujours des belles promesses. Oh et toi, c'était quoi les retombées? Est-ce que déjà tes actions ont vu le jour? T'es allé jusqu'au bout de toutes ces actions? J'ai pas pu faire tout ce que je voulais, malheureusement. Voilà. Mais j'ai pu faire une partie de ce que je voulais faire sur différents sujets. Sur la question du niveau. Bon. Parce que le sujet, et c'est aussi un enjeu de confiance pour l'école publique, c'est qu'il faut assumer une exigence. On ne peut pas accepter qu'il y ait des élèves, alors qu'ils n'ont pas le niveau, qui passent de classe en classe, parce que c'est pas un service à leur rendre, et à un moment, il y aura de toute façon un échec scolaire. Tu vois, il y a quelques années, il y avait eu une réforme qui avait quasiment supprimé le redoublement en France. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de redoublement, c'est devenu très rare. Parce qu'en fait, la règle a changé, c'est en 2013, je crois. Et en fait, ils ont décidé de dire, maintenant, la décision de redoubler ou pas pour un enfant, c'est plus l'enseignant qui la prend, c'est les parents. Je me souviens. Et moi, j'ai dit que ça ne pouvait pas être les parents qui décident.
celui qui sait si un enfant doit redoubler ou pas, c'est l'enseignant. Parce que c'est lui qui le suit toute l'année, qui a été formé pour ça, qui connaît son niveau. Et si l'enseignant dit, pour le bien de cet enfant, il vaut mieux qu'il redouble. Parce que s'il passe dans la classe supérieure, il va se retrouver en échec scolaire probablement, ou un peu plus tard en échec scolaire, il faut mieux que ce soit l'enseignant qui soit suivi. Ça, je l'ai changé, ça a été mis en place. Ensuite, j'ai pris d'autres mesures, par exemple, pour rehausser le niveau de mathématiques. Parce que les maths, c'est très important, pas uniquement pour ceux qui veulent devenir scientifiques ou mathématiciens, mais parce que les maths, ça structure aussi la manière de penser. Et donc, j'ai décidé que maintenant, tous les élèves en première auraient un bac de maths. Tu sais, il y a le bac français, on l'a connu en fin de première. Et en fait, il y a toujours eu un bac français parce que heureusement, le bac de maths et tout, hein. Heureusement que c'est derrière moi tout ça, les amis, hein, parce que qu'est-ce que je suis nul à chier en mathématiques. Ouh là 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 là. Et toi, Attal, est-ce que t'es bon en maths? D'ailleurs, le ministre de l'Éducation actuel, il veut faire une réforme sur l'orthographe. On lui a demandé d'orthographier le mot accueil. Il a pas réussi à écrire le mot accueil. Non, c'est vraiment des guignols, hein. Non, franchement, c'est des guignols, putain. L'idée, c'était de dire le français, c'est la culture générale. J'ai vu la vidéo. Donc, il faut que tous les élèves fassent un bac français. Dilemme. En fait, les maths, ça fait partie aussi de la culture générale. Donc maintenant, à partir de cette année, d'ailleurs, les élèves qui sont en première, ils me détestent parce que c'est les premiers cette année qui vont avoir le bac de maths. Jusqu'à l'année dernière, ça n'existait pas. Autre exemple, pour que les jeunes puissent savoir un peu plus tôt ce qu'ils ont envie de faire plus tard, découvrir des métiers. Mais moi, l'angle d'Attal, en vrai, les gars, le débat, il mérite d'être posé quand même. L'angle d'Attal, regardez comment Attal raconte l'école. Redoublement, examen de mathématiques, le stage, l'autorité, les règles, etc. Frère, sa pensée sur l'école, frère, ça fait peur. La question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que l'élève, il a le niveau? Est-ce que il a été bien accompagné aussi par le professeur? Est-ce que il vit correctement dans sa famille, dans le foyer, le logement? Est-ce qu'il n'est pas surpeuplé? Franchement, sa vision de l'école, elle fait peur. Franchement, elle fait peur. Surtout quelle est sa vision? Là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il a une vision... il a une vision, enfin son école de pensée c'est contrôle, évaluation, frérot si t'es nul à chier, tu vas redoubler, et on s'en bat les couilles de tes problèmes annexes là, tes parents qui te cassent les couilles, tes gamins là, tes petits frères, vous êtes 6 dans la famille, et on s'en branle hein. Si t'arrives pas à faire tes devoirs à la maison parce qu'il y a 6 frères et sœurs, on s'en bat les couilles nous, tu vas redoubler chef, c'est nul, genre vraiment sa manière de penser l'école, elle est nulle à chier genre. Il a une vision très arithmétique. On est d'accord là-dessus. Mais encore une fois, les mecs, est-ce qu'il a cette vision du contrôle et de l'évaluation parce qu'il a été dans le privé? Je pense que oui. C'est parce qu'il a subi l'éducation privée qu'il pense comme ça. Moi je le pense, les gars. C'est ma théorie One Piece. Voilà. La vie professionnelle, j'ai décidé de créer un stage en seconde. Peut-être que toi, d'ailleurs, avec ton entreprise, t'accueilles des stagiaires de seconde, je sais pas. Il y a toujours eu le stage de troisième en France. J'ai accueilli un stagiaire, moi. C'est le stage de troisième. J'ai eu 2 stagiaires, moi. Tous les pays qui réussissent mieux que la France en orientation, les élèves, ils ont en moyenne 4-5 semaines sur leur scolarité de stage. Sur toute leur scolarité. En France, c'était 1 semaine avec le stage de troisième. Et donc, j'ai dit, à partir de maintenant, il y aura un stage de seconde de 2 semaines pour tous les élèves en seconde. Il existe. Maintenant, tous les élèves en seconde, en général, c'est au mois de juin, ils font un stage qui n'existait pas auparavant. Je pourrais continuer les exemples comme ça. L'autre sujet sur lequel je suis très fier d'avoir agi, c'est le harcèlement. Parce que le harcèlement à l'école, c'est un énorme problème. C'est des élèves qui osent plus aller à l'école quand ils sont harcelés parce qu'ils ont la boule au ventre. C'est des classes où le climat scolaire est totalement pourri par une situation de harcèlement. Et auparavant, la règle, quand un élève était harcelé, en général, l'éducation nationale lui proposait de changer d'école, ou de changer de collège, ou de changer de lycée. Et donc, c'était un peu la double peine. C'est-à-dire que celui qui était la victime du harcèlement devait en plus se barrer de son établissement. Moi, j'ai changé la règle. Donc maintenant, c'est plus à l'élève qui est harcelé de quitter son établissement, c'est au harceleur de changer d'établissement. Et ça, c'est un vrai rééquilibrage, c'est un vrai changement. Toujours sur le harcèlement. Il y a des familles qui avaient un enfant qui était harcelé, qui parfois écrivaient à l'éducation nationale pour se plaindre, pour demander qu'il y ait des sanctions, elles n'avaient jamais de réponse. J'ai recruté 150 personnes qui sont dispersées sur toutes les académies en France et qui font 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est leur boulot, de la gestion des problèmes de harcèlement. Donc maintenant, il y a des réponses qui sont beaucoup plus rapides quand des gens ou des familles sont victimes de harcèlement. Dernière, tu m'arrêtes quand je suis... Il a résolu le harcèlement GG à lui. Les mecs, il me semble que quand il était ministre de l'Éducation nationale, il y a eu pas mal de suicides de la part d'élèves aussi
en milieu scolaire. Donc bon, n'empêche Dofla, t'as acquis de la data de fond en politique. Depuis des années, tu streams plusieurs heures chaque jour à échanger avec le peuple, nous le chat, prendre des idées, échanger, t'instruire avec toutes ces émissions politiques. Et je trouve tes techs souvent pertinentes. Jure, putain, mais... Merci les gars, merci. Mais je pense que j'ai un buff. Les gars, je vais vous dire quelque chose. Je pense que j'ai un buff détestation d'Atal. Il y a un truc qui fait que je suis plus pertinent parce que je déteste trop Atal, les mecs. Je déteste trop Atal. Mais suce doucement, non, je rigole, t'as le droit de sucer. T'as le droit de sucer. Oh, le suceur. Vous voulez que je vous banne ou quoi? Tranquille, il a le droit de me sucer, les gars. Vous voulez que... Oh, tranquille. Plus que Bardella. Les gars, est-ce que je déteste plus Bardella que Gabriel Attal? Franchement, le débat, il mérite d'être posé, les mecs, hein. Je vous jure que le débat, il mérite d'être posé. Parce que tête de ma mère, il y a un truc physique, les gars. Il y a un truc physique chez Attal que je déteste. Il y a un truc physique. J'arriverai pas à l'expliquer. Les gars, c'est physique. Je vous jure, c'est physique. Ah ben, je suis pas fou. Je déteste plus Attal personnellement. Il est plus antipathique. Attal est pire. Ah, je suis pas le fou du bus. Il y a des personnes qui pensent comme moi. Voilà, Ok, je ne suis pas fou. Non. Attends, je vais avancer un peu. Je vais voir s'il parle de l'abaya et tout. Attends, tu sais quoi, je vais faire un truc. Petite technique, les gars. Pour tout streamer. Je vais taper le mot abaya sur la transcription YouTube. Ah, pas de l'abaya? Laïcité? Non. Laïcité. Ah, il parle de laïcité. Oh, let's go. Attends. Il y aura forcément... Ou peut-être que j'ai mal écrit abaya. Comment on écrit abaya? Comme ça? Ah, voile peut-être. Ah, bah attendez. J'ai trouvé la minute. Et pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure concernant la question de la laïcité... Technique YouTube, ça, les gars. Moi, je peux pas concevoir qu'un bout de tissu puisse faire trembler la République. Mais alors ça, c'est un vrai débat que j'ai eu très régulièrement. Je comprends parfaitement ta question et ta position. Qu'est-ce que c'est la République? Oui, mais surtout que je trouve que ton discours, il est à charge envers une communauté. Ouais, mais non. Tu vois, mais alors, je vais te répondre. T'as raison, bien sûr, de me le dire. Bien sûr. Et moi, je suis là pour discuter. Et puis, tu sais, et je vais m'arrêter parce que c'est une question à rallonge, mais comme je le clame haut et fort, je viens de Sarcelles. Et Sarcelles, pour les gens qui l'ignorent, est aussi surnommé la petite Jérusalem. D'accord? Parce que tu as différentes communautés qui vivent très bien ensemble. Absolument. Et c'est quelque chose qu'on prône et ça n'a jamais posé de soucis chez nous. D'accord? Mais maintenant, moi, quand j'entends tes discours, etc., je vois que c'est à charge. Alors, je peux te répondre? Allez. On a Là, c'est le grand moment classique du macronisme. On va laisser dérouler, hein, parce que je sais qu'il va nous enfumer, les mecs. Hein. C'est sûr, il va nous enfumer. L'école publique manque de moyens. Gabriel Attal a mis toute son énergie quand il était ministre sur l'abaya. Vous vous rendez compte? Manque de professeurs, manque de psy, il nous a parlé de l'harcèlement tout à l'heure, manque de moyens. Mais non, il va nous faire un tunnel de merde. Je le préchote, il va nous faire un tunnel d'enculé. Vas-y, on écoute. Loi qui a été votée en 2004 qui dit que tous les signes religieux visibles, la loi elle dit précisément ostensibles, mais en gros, elle dit que tous les signes religieux visibles n'ont pas le droit d'être portés à l'école. Ça, c'est la loi. C'est la loi de la République, c'est la loi depuis 2004, et moi je pense que c'est une bonne loi. C'est une bonne loi parce que moi j'ai pas envie d'une école où on commence à regrouper les élèves ou à les identifier en fonction de leur religion. Et moi, ce que je crois, c'est que l'école, ça doit être un sanctuaire où justement les élèves, les enfants, les jeunes, ils apprennent à développer ce qu'on appelle un esprit critique qui leur permet ensuite de décider s'ils ont envie d'exercer une religion ou pas. Moi, ce qui se passe en dehors de l'école, ça me concerne pas, entre guillemets, tant que l'ordre public est respecté, que la dignité est respectée. Mais dans l'école, il y a une loi de 2004 qui dit pas de signes religieux. C'est pour ça d'ailleurs que le voile était interdit, que la kippa était interdite dans les écoles du fait de cette loi. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? On a vu qu'il y avait cette question de l'abaya avec l'abaya qui était portée, et il y avait des conflits dans les établissements scolaires, dans les lycées surtout et parfois dans certains collèges, avec en fait des chefs d'établissement, des enseignants qui disaient c'est interdit de porter cette tenue parce que ça correspond pas à la loi de 2004. Et d'autres qui disaient si, en fait, c'est pas la loi de 2004 parce que c'est pas une tenue religieuse, c'est une tenue culturelle. Et donc il y a eu ce débat-là pendant plusieurs années, ça a même créé des tensions. Il y a même des moments où il y a eu des grosses tensions entre des familles et des équipes enseignants, et les chefs d'établissement se sentaient souvent un peu
abandonné seul parce qu'il savait pas finalement quelle était la règle. Moi, j'ai été nommé ministre de l'Éducation et j'ai dit je vais clarifier la règle. Comme ça, on va arrêter. D'ailleurs, t'as des personnalités à gauche, les gars, hein, parmi les influenceurs. Je pense à Drapi, ma goat, qui veut, elle souhaiterait que la laïcité soit revue par Jean-Luc Mélenchon. Donc, je ne connais pas exactement la ligne de gauche sur la question de la laïcité. Le but, quand même, c'est de ne pas humilier les musulmans. Voilà, le but, c'est pas quand même d'humilier les musulmans, t'as capté, mais on n'est pas dans une logique de systématiquement contrôler les vêtements des adolescentes. On n'est pas là pour ça, tu vois. La loi de 2004, c'est de la merde. Bon, alors les gars, je vais vous dire quelque chose. Je ne pense pas que la France Insoumise va revenir sur la loi de 2004. Je ne pense pas. Franchement, je vous dis la vérité, je ne pense pas. Tata Drapi avait posé la question à Mélenchon lors de la conférence avec les influenceurs. Mélenchon, il a un peu botté en touche. Il est pas dans un... Il veut pas que les enseignants ou le corps enseignant contrôle les vêtements des petites filles. On n'a pas que ça à faire. Mais, dans la réponse de Mélenchon, j'ai pas le sentiment qu'il aimerait revenir sur la loi de 2004. Donc voilà. Je ne sais pas. Faudrait lui poser la question une nouvelle fois. Les problèmes, les tensions dans les établissements. Et donc, la règle, c'est que ces tenues, elles peuvent pas être portées dans les établissements scolaires. Mais pourquoi si je me droite si ça avait été, je termine par là. Si ça avait été une autre tenue religieuse d'une autre religion, j'aurais pris la même décision. Mais il a pas botté en touche, il a assumé sa position anti-vol à l'école. Non mais alors quand je parle de beauté en touche, Drapi elle souhaiterait quand même une révision de la loi de 2004, mais quand je dis beauté en touche, t'as le sentiment quand même que Mélenchon, il est anti-voile à l'école, parce qu'on parle de laïcité, mais il a pas envie de réviser la loi de 2004. Voilà. Mélenchon a dit, lui perso c'est non, mais si le rapport de force change, il fera avec. En espérant qu'il écoute le peuple, on verra à ce moment-là, on verra. Alors, j'ai pas envie de remettre la parole en doute. Je vous l'accorde. Là, mais tu sais, dans ton livre, tu as parlé d'une école à Maubeuge. Ouais. Où tu as fait le déplacement et tu as vu qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, etc. Mais tu vas pas me faire croire que pendant tout ton mandat de ministre de l'Éducation nationale, tu n'as pas vu des gens avec des pendentifs. Mais tu comprends ce que je suis en train de te dire. En fait, moi, je veux que... Pourquoi tu sais, dans ton livre, c'est une très belle citation de Gérard Collomb qui disait que... c'est la vérité. Qu'aujourd'hui, on vit côte à côte, mais il faut faire attention parce que demain, on risquerait de vivre face à face. Et en vérité, quand tu sors de tels propos, j'ai presque envie de te dire que tu mets le feu aux poudres. Toi, on est issus de la même génération. Ouais. Tu vois, donc le savoir... En vrai, les gars, Chairman, Émile Zola accuse. Moi, je m'excuse, hein. Là, il y a des petits trucs que j'aime bien, c'est Chairman. Ok. Le savoir vivre ensemble, ce n'est pas qu'un leurre. Aujourd'hui, il est réel. Mais avec ce... Tu sais, aujourd'hui, toi et moi, et c'est pas un cours de morale, hein, Gabriel Attal. Hein. Non, mais attends, c'est une discussion. Absolument. Tu sais, cette discussion, je l'ai eue à plein de reprises avec plein de gens. Quand je me déplace sur le terrain, j'ai des gens qui me posent les mêmes questions que toi. Et donc, c'est totalement légitime que tu me les poses ici et qu'on en discute. Eh ben, ça fait plaisir que tu le prennes comme ça. Mais juste pour finir, voilà, aujourd'hui, on est issus de la même génération et le savoir vivre ensemble, ce n'est pas un leurre. Il est réel. Je suis d'accord. Aujourd'hui, toi et moi, on n'a pas la même vie. On n'a pas le même CV ni le même cursus, mais on échange avec respect. Mais qu'est-ce qui permet ça ? Qu'est-ce qui permet ça ? Mais c'est le respect de l'autre. Oui, mais qu'est-ce qui permet qu'on ait ça en France ? C'est la République, quand même. C'est le fait qu'on ait des règles. Mais tout à fait. Et la République, elle a des lois. Et ces lois, elles doivent être respectées. Ça, on est d'accord sur le sujet. Absolument. Et donc, on ne peut pas considérer que tu as une loi qui a été votée en 2004 qui n'est pas respectée. Moi, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut bafouer les lois. Ce n'est pas mon discours, ça. Absolument. Ouais. Il faut les respecter et celui qui ne les respecte pas doit être sanctionné. Ça, c'est un fait. Mais le sentiment qui prédomine chez beaucoup de personnes, c'est que c'est à charge envers une seule communauté. Je le sais. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Je le néglige pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que je réponds à tes questions, que j'y réponds à chaque fois qu'on me pose des questions sur le sujet. Je veux dire, voilà, moi qui ai des femmes qui décident de porter l'abaya, qui décident même de se voiler, c'est leur choix. J'ai pas de commentaires à faire sur le sujet, j'ai rien à leur dire sur le sujet. En revanche, je suis ministre de l'Éducation nationale, il y a une loi qui date de 2004 qui dit pas de tenue religieuse dans les établissements scolaires. Il y a des tenues qui sont portées, des tenues religieuses qui sont portées, et des chefs d'établissement qui disent en fait, on a besoin d'une règle claire parce que là, on s'en sort pas, ça devient même tendu avec certaines familles. Mon rôle en tant que ministre de l'Éducation nationale, c'est de clarifier la règle. Et encore une fois, quelle que soit la religion. Et si ça avait été une autre religion qui avait entraîné cette situation, j'aurais pris la même règle. Moi, tu sais, j'oppose pas les gens les uns aux autres. J'oppose pas les religions les unes aux autres.
Malheureusement, je trouve qu'il y en a beaucoup trop qui opposent les religions les unes aux autres aujourd'hui. Il faut surtout pas les opposer, surtout que tu l'as stipulé à maintes reprises. Ton père, paix à son âme, était de confession juive. Ouais. D'accord? Et ta mère a fait beaucoup de sacrifices. Ma mère est chrétienne. Absolument, a fait beaucoup de sacrifices pour cette union. Tu vois, donc le savoir vivre ensemble, c'est quelque chose nous-mêmes qu'on prône tout le temps. Mais tu donnais l'exemple de Sarcelles, c'est très bien de donner cet exemple-là. Moi, je vais te dire, depuis toujours, il y a dans plein d'endroits en France des gens qui ont une religion différente, qui vivent ensemble. Des juifs, des musulmans, des chrétiens. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'il y a dans la politique certains qui viennent opposer les religions les unes aux autres. T'entends certains qui expliquent que pour défendre les juifs, il faut s'en prendre aux musulmans. T'écoutes certains discours du RN, c'est quand même un peu ça. T'en as certains qui expliquent que pour défendre les musulmans, il faut s'en prendre aux juifs. T'as certaines déclarations parfois à la France Insoumise qui font penser ça. Et ben moi, je considère que les politiques ne doivent pas défaire ce que la République a toujours su faire, c'est-à-dire unir et réunir les Français, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur confession. Tu ne m'as jamais entendu opposer une religion à une autre, dire cette religion-là, elle est mieux que telle autre. La République, c'est de permettre à chacun d'exercer sa religion en toute liberté. Voilà. Ouais, mais alors, je t'ai jamais entendu de but en blanc, c'est bien vrai, mais j'ai l'impression que des fois, Gabriel Attal, c'est un peu plus pernicieux. Bah, tu sais, il y a aussi beaucoup d'instrumentalisation, malheureusement. Par exemple, alors, si on doit se dire les choses, et ici, on est là pour ça, mais tu vois, au sortir des élections municipales de 2026, où on a vu la victoire de beaucoup de gens qu'on appelle racisés. Ah putain, il me dit pas qu'il a parlé il a fait un tweet, je crois, sur les municipales à Tal, mais je l'ai plus en tête. Il va nous expliquer. D'accord. Attends. T'as fait ton petit tweet. Mais tu sais ce que t'as fait quand t'as fait ton petit tweet. Oui. Tu vois. Vas-y. Quand t'as fait ton petit tweet, en fait, l'avis que j'ai, et je peux me tromper, mais t'es en train de draguer un électorat que je ne citerai pas, bien entendu. Mais toi et moi savons de qui il s'agit. Je fais fausse route? Ah ouais, tu fais fausse route. Mais je te laisse dérouler. Point. Voilà. Bah non, en fait. T'as les élections municipales. T'as des scènes dans certaines mairies avec des maires qui se sont fait, ou des politiques qui se sont fait insulter, injurier, huer. Bah moi, ça m'a choqué. Et c'est ça que j'ai dit, en fait, dans mon tweet. Oui, mais c'est pas pour draguer qui que ce soit. Je vais te dire, par ailleurs, ça a choqué beaucoup d'électeurs, y compris des électeurs de gauche, des électeurs du centre. Alors, voilà. Parce que, honnêtement, encore une fois, on se dit depuis tout à l'heure que, et c'est une vraie question que se posent tous les Français et qu'on doit toujours se poser, c'est notre rôle. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à bien vivre tous ensemble en France? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à bien vivre tous ensemble en France. Pour ça, il faut protéger et défendre la République. Et la République... En fait, il parle, les amis, il parle du moment où, dans le climat politique, on se rappelle, il y avait des maires qui ont fait beaucoup de mal à leur ville, qui ont été expulsés, chahutés, insultés. Bon, ça, à la limite, on peut le condamner. Mais c'est bon, le maire, il n'a pas été menacé physiquement non plus. Genre, tranquille. Il n'y a pas mort d'homme, tranquille. Mais la classe politique avait commenté justement ça, où ils avaient présenté les élus racisés, donc des Noirs ou des Arabes, ou les deux, les musulmans, ou même les quartiers populaires, comme une menace. Rappelez-vous les mecs, on avait j'ai plus le tweet en tête, putain, mais on avait commenté ça les mecs en stream. On avait commenté ça, rappelez-vous. Ils avaient dit, ouais, regardez dans ces quartiers-là, regardez comment le maire il est, limite on va lui cracher dessus, on va lui dire nique ta mère. Non, le mec, on lui a fait, par exemple, j'ai fait l'investiture de Bakayoko. J'y étais, quand il y avait la passation de pouvoir, où monsieur Hanotin, il a été tège. Bah c'était des au revoir à Hanotin, tu sais, ils ont chanté ça et tout, mon gars. Est-ce que c'était celui-là? Attendez, je regarde. C'est ce tweet ou pas? Et puis dimanche, dans des villes emportées par la France Insoumise, les mêmes scènes abjectes se multiplient, tu vois. Ils pointent du doigt la France Insoumise, des maires sortants attachés aux valeurs républicaines, je sais pas quoi, chahutés, escortés par des policiers, nanani, soutien total aux anciens maires de Saint-Denis, tu vois, vraiment, les villes, il a pointé du doigt la France Insoumise. Donc indirectement, il a pointé du doigt tous les musulmans de Saint-Denis, Creil, Leblanc-Ménil, etc., qui ont voté pour les maires. Moi, je trouve ça dangereux, les mecs. Je trouve ça dangereux. Moi, ce tweet-là, il devrait pas avoir lieu. Il est irresponsable, ce tweet. Il est irresponsable. Je trouve le tweet irresponsable. Là, c'est précis. Excusez-moi, les gars, le tweet... J'ai vu ce tweet parce que, ouais, je suis à 2 millions de vues. On l'a forcément vu dans la TL. Et je remercie le chat. Je remercie mes pirates d'avoir partagé ce tweet. Je le retrouvais plus. Il m'a échappé, ce tweet. Eh, cassez-vous, les gars. Vous avez fait du mal à la ville. C'est normal qu'on vous tège, les mecs. C'est normal. Eh, c'est le jeu démocratique. T'as fait du mal à la ville, on renouvelle pas le mandat. Casse-toi, mon gars, casse-toi. Qu'est-ce que je te dise? C'est aussi des élus, des personnes qui servent leur commune
Et en fait, elles doivent être respectées, toutes, hein, je vais te dire, y compris ceux qui sont élus d'ailleurs. Parce que moi, j'ai vu, de la même manière que j'ai été choqué par des scènes où il y avait des maires qui avaient été battus, qui étaient injuriés, hués, etc. J'ai été choqué par des commentaires qu'il y a eu aussi sur certains nouveaux maires qui ont été élus et où tu avais effectivement des commentaires qui étaient quasiment racistes, mais qui donnaient le sentiment qu'ils n'étaient pas légitimes. Mais tu sais bien que l'arbre qui tombe fait toujours plus de bruit que la forêt qui pousse. Donc, ce qu'on a vu, ça existait. Non mais vas-y, c'est quoi ces expressions? Attendez, mais ça y est, lui aussi, ça y est, le chairman. Arrête, chef, arrête l'acting, mec. L'arbre qui tombe fait toujours plus de bruit que la forêt qui pousse. Donc, l'arbre qui tombe fait... Vas-y. Ce qu'on a vu, ça existait. Et moi, je suis pas en train de prendre les patins de qui que ce soit, hein. Absolument pas. Mais ce sera toujours une infime minorité. Ouais, mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut pas le dénoncer? C'est une vraie question. Mais c'est peut-être pas pour ça qu'il faut... Alors, on peut se la poser cette question effectivement, mais moi, pour moi... Non mais les gars, je sais qu'elle est connue celle-là, pas de problème, mais en fait, le fait que ça sorte de la bouche du chairman sous grills, non, ça me fait rire quand même. Et depuis tout à l'heure, en fait, il drop des petites expressions comme ça, les gars, hein, saugrenu, des trucs comme as. Toi qui as cette expérience politique, non, tu sais ce que tu fais quand tu fais ce tweet. Ouais, moi je considère que je défends les élus. Et encore une fois, on sera pas d'accord sur ce sujet. J'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose, même si ça avait été d'autres élus. Et par ailleurs, moi, je défends toujours les élus quand ils sont agressés, quand ils sont insultés, quel que soit leur parti politique. Parce qu'à la fin, si on accepte que des élus qui représentent la République, qui représentent une certaine autorité, en fait, sont pas respectés, à la fin, c'est la République qui est en danger. Et la République, pour en revenir à ça, on le disait tout à l'heure, c'est ce qui nous permet quand même à tous de vivre ensemble. On sera pas d'accord sur le sujet, mais c'est pas grave. Sur la République, on est d'accord. Non, ça c'est le principal. Ça, c'est le principal, Gabriel Attal. Je rétropédale alors pour parler encore de tes études, Sciences Po, etc. Est-ce que quand on va dans ce genre d'école, finalement, on s'achète pas un réseau? Parce que toi, d'emblée, Marisol Touraine t'a prise sous son aile. Ouais. Parce que tu étais ami avec sa fille Alexandra, si mes souvenirs sont bons. Ouais, après, j'ai travaillé. Non, mais attention, je suis pas en train de minimiser ton talent. Les gars, est-ce que vous pensez que ça va ou pas? Il a coucou un petit peu le chairman ou vous êtes pas trop d'accord avec ça? Ça va ou pas? Est-ce que ça va le chat? Parce que je sais que le chairman, il a beaucoup été critiqué là-dessus. Même des influenceurs, créateurs de contenu politique ont critiqué l'invitation de Gabriel Attal de la part de chairman, mais ça va. C'est nul, pas assez. On est quand même déjà à 30 minutes de vidéo, ça passe vite de échanger avec les gars, échanger avec vous, ça passe mieux avec la vidéo, j'aime bien. Il y aura toujours des critiques d'Ofla. Il est vite fait son football. Ça va les gars, franchement, je trouve qu'il est bon. J'ai trop du mal perso. Franchement, il aurait pu faire mieux, mais je m'attendais, en fait, dans mon esprit, je m'attendais tellement à une interview tranquille, un long fleuve où Gabriel Attal déroule son propos sans contradiction, mais finalement, il y a un petit quelque chose. Il y a un petit bail. Il est nul d'Ofla. On sera pas d'accord là-dessus, les mecs. Mais franchement, je vous trouve dur un peu quand même. Je vous trouve dur. C'est ok tiers, voilà, c'est ça. Il le secoue un petit peu. Tes actions, parce que tu sais, moi j'ai en tête Marie-Hélène Bella qui disait que t'étais quelqu'un de brillant, tu vois, Alexis Kohler. C'était ma prof d'histoire géo. Oui, oui, totalement. Oui, mais c'était sur tous les plateaux télé quand j'ai été nommé, effectivement, et qui. Mais c'est pour ça que je me permets de te dire ça. Attention, je suis pas en train de minimiser tes actions, mais je me dis, est-ce que finalement, c'est pas toujours intéressant d'être au bon endroit au bon moment? Tu sais, pour moi, c'est sûr que tu as des endroits qui te permettent d'accéder à des personnes, à des réseaux, à des stages, et Sciences Po, ça en fait partie. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années aussi pour que plus de personnes d'horizons différents et d'origines différentes puissent accéder à Sciences Po. Tu dois peut-être en connaître d'ailleurs, y compris des personnes qui viennent de quartier, qui viennent de REP, de ZEP, qui arrivent à Sciences Po parce qu'il y a aussi des conventions qui ont été mises en place pour faciliter l'accès. Donc, côté des grandes écoles qui donnent effectivement, qui te fassent rencontrer du monde, qui te donnent une bonne qualité d'enseignement, etc., je pense que c'est bien pour un pays comme la France. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde, par son mérite et son travail, puisse accéder. Ah là là, ça recommence la méritocratie, les gars. Tu vois, là, on est au cœur du projet de Gabriel Attal. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'école, on est au cœur du projet, le mérite. Voilà, on est au cœur de ça, les mecs. On écoute la suite. Mais moi, ça me tilte déjà. Ces écoles. De la même manière que moi, j'ai passé un concours pour être pris à Sciences Po, il y avait un examen, il y avait des épreuves, c'est comme ça que j'y suis rentré. J'ai des copains qui étaient avec moi dans ma classe au lycée qui n'ont pas été pris, donc tu vois, y compris, il y avait le réseau, etc. Donc c'est pas le réseau qui te fait rentrer à Sciences Po. De la même manière, il y a des élèves à Sciences Po. Vous voyez, c'est pas le réseau qui te fait rentrer à Sciences Po, c'est ton travail. Il dit qu'il a passé un concours, donc j'ai réussi par mon travail, mais frérot, le concours ne tombe pas du ciel. Encore une fois, les amis, avant le concours, il y a l'école où t'as grandi.
les livres chez toi, les parents aussi qui connaissent un petit peu, qui savent quoi faire, monsieur Gabriel Attal, les stages, les codes, etc., les personnes qui t'ont conseillé, mon gars, désolé, mais non, ça ne marche pas. Il faut payer le concours. Mais c'est Gabriel Attal, mon gars, il faut payer le concours, il est riche. Ses parents sont riches, merci papa. Genre, merci papa, mon gars. Il y a les euros en plus. Non mais évidemment les gars qu'il y aura une part de travail. Évidemment qu'il y aura une part de quelque chose. C'est le mec qui se présente là, devant le jury, et il fait rien. Bon bah frérot, évidemment que tu vas te faire tège. Mais là on parle quand même d'un mec qui a été éduqué. Donc s'il a des ambitions, évidemment qu'il va réussir. Mais sa réussite n'est pas tombée du ciel. C'est ça que je suis en train de vous dire le chat. N'importe quel humain les humains de manière générale ont de l'ambition professionnelle. Genre, j'espère quand même que vous avez de l'ambition, le chat. Et ça n'arrive pas du ciel comme ça. Genre, désolé, ça n'arrive pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel, pardon. Le mec, il a littéralement 200% bœuf et 100% confort. Mais bien sûr, les mecs. C'est pour ça que moi, la méritocratie, je pourrais jamais être d'accord là-dessus. On en a discuté longtemps avec Papsan, streamer aussi, qui lui croit en la méritocratie. Non, je n'y crois pas, les mecs. Je n'y crois pas. N'y crois pas. T'as deux jeunes qui peuvent être brillants, il n'y a pas de problème, mais l'un des jeunes sait déjà comment fonctionne Sciences Po parce qu'il a été éduqué par ses parents à connaître justement ce que c'est Sciences Po, il connaît les bons stages, il connaît les bonnes personnes, et de l'autre côté, t'as un jeune qui va découvrir les règles de Sciences Po. Le mec, il va être dans une découverte. La partie, elle a déjà commencé pour Gabriel Attal, alors que le jeune qui vient de rentrer dans Sciences Po, la partie, elle a pas encore commencé pour lui. Voilà. Il joue la méta et nous, on joue le loot du sol. Je te jure, mon gars, je te jure, frérot. Putain de merde. Ils ont pu y entrer par une voie facilitée, je trouve ça très bien, parce qu'ils venaient d'horizons différents, qu'ils n'avaient pas forcément eu la même préparation au lycée pour pouvoir réussir le concours. Et... alors, le fait de jongler de ministère en ministère, est-ce que finalement, c'est pas un handicap? Non, parce que t'as pas le temps de mener à bien tes actions. Tu n'es peut-être pas très bien formé sur... Je pense que s'il y a un ministère où j'aurais peut-être probablement d'ailleurs aimé rester plus longtemps, c'est l'éducation nationale. Parce que je me sentais à ma place, parce que j'avais compris ce qu'il fallait faire, parce que je crois que j'avais réussi même à convaincre quand même une partie importante des parents, des enseignants, des élèves. Et c'est vrai que je ne suis pas resté aussi longtemps que j'aurais aimé. Après, j'ai eu différentes expériences dans les différents ministères qui m'ont été confiés. Tu vois, j'ai été à la jeunesse, secrétaire d'État, j'étais porte-parole. J'ai été ministre des comptes publics à Bercy, j'ai été ministre de l'Éducation nationale et Premier ministre. Ces différents ministères, ces différents sujets, mais tu retrouves des fils rouges, en fait, quels que soient les ministères. La question du travail, du mérite. Quand j'étais secrétaire d'État à la jeunesse, j'ai beaucoup agi pour l'apprentissage, l'alternance, pour qu'il y ait plus de jeunes qui puissent avoir des apprentissages et des alternances. Quand j'étais à Bercy, j'ai travaillé à des mesures pour les classes moyennes, ceux qui travaillent, pour qu'ils puissent mieux s'en sortir. J'ai pris des mesures pour baisser leurs impôts. Quand j'étais à l'Éducation nationale, j'ai pris des mesures, on en parlait tout à l'heure, pour rehausser le niveau d'excellence, pour que le mérite soit reconnu davantage à l'école pour ceux qui travaillent et qui ont des bons résultats. Donc ça, tu vois, quels que soient les ministères, c'est un fil rouge qui m'a accompagné. Je t'en donne un deuxième, qui est la République, la défense des valeurs de la République. Quand j'étais secrétaire d'État à la jeunesse, j'ai fait le service national universel, qui permet de transmettre... Frérot, s'il te plaît, tu vas pas défendre le service... non, s'il te plaît. Gabriel Attal, ça pue sa mère, le service national universel. Pitié, genre. Mettre les valeurs de la République à tous les jeunes, quelles que soient leurs origines. Et je peux te dire que c'était vraiment magnifique de voir des jeunes qui venaient de quartiers, d'endroits, de villes très différentes, se retrouver ensemble pour le service national autour des valeurs de la République. J'ai, au ministère des comptes publics à Bercy, fait un plan de lutte contre les fraudes, toutes les fraudes fiscales, sociales, douanières. Et quand j'étais Premier ministre, j'ai pris des mesures contre la délinquance des mineurs. Donc tu vois, sur les valeurs de la République, le respect des règles, on peut faire la continuité. Et enfin, moi je défends aussi une société plus humaniste. On se respecte davantage. Il y a plus de tolérance entre les uns et les autres. Ça aussi, que ce soit quand j'étais à la jeunesse, à l'Éducation nationale avec la lutte contre le harcèlement, à Matignon et aujourd'hui avec l'encadrement des réseaux sociaux pour les jeunes, c'est aussi un fil rouge. Donc oui, j'ai été dans plusieurs ministères, mais en fait, quand tu regardes entre les différents ministères, il y a quand même des fils rouges qui m'ont accompagné et sur lesquels j'ai agi. Et toi, tu penses quoi des personnes qui pourraient se dire que pour toi, le plus important, c'est juste d'être sur la photo de famille? Et ça, c'est un reproche et c'est une
une supposition que les gens ont sur tous les politiques aujourd'hui, objectivement. En tout cas, la plupart des politiques qui sont en responsabilité. Non, mais on a vu des... De fait, il a été conçu par le système pour devenir président. Il a fait 10 ministères sans diplôme. Il a été enrôlé par nos élites pour nous gouverner. Voilà, je le dis. Je vous spoil la présidentielle. Non, les mecs, à un moment donné, il y aura une réalité. Je pense pas du tout. Je pense pas du tout que Gabriel Attal sera président. Tu as beau faire plein de ministères, à un moment donné, il y aura une réalité, les amis. Ce sera les urnes, les gars. Ce sera les urnes. Il est bien mignon, Attal, mais il y aura quelque chose qui va lui tomber dessus. Ce sera le peuple français. Et comment dire, il y a Édouard Philippe avant, en plus. Des collègues à toi démissionner quand ils ne sentaient pas le poste. Partir, tu vois. Moi, j'ai en tête, même si c'était pas dans ce mandat-là, mais j'ai en tête Christiane Taubira qui est partie en vélo parce qu'il y avait plein de choses qui lui... Parce qu'elle était en désaccord avec François Hollande sur la question de la déchéance de nationalité. Très bien. Elle a eu un vrai désaccord politique. Très bien, mais elle est partie. Parce qu'elle avait un désaccord politique majeur avec le président, bien sûr. Moi, elle aurait pu rester malgré elle, parce que toi, tu disais qu'avec le président Macron, vous étiez en désaccord aussi. Non, moi, j'ai eu un vrai désaccord avec le président Macron sur la dissolution. Au moment où il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. D'ailleurs, à l'issue de cette dissolution et des élections, j'ai démissionné de mes fonctions à Matignon. Si j'avais eu, dans mes fonctions de ministre, un désaccord avec le président comparable au désaccord qu'a eu Christiane Taubira, que tu cites, à l'époque, avec le président Hollande, probablement que je serais parti aussi. Mais c'est pas arrivé. Honnêtement, c'est pas arrivé. Moi, j'ai été nommé d'abord dans des fonctions. À chaque fois, la question, c'est pas de te demander si tu dois partir. La première question, c'est est-ce que tu acceptes ces fonctions-là? Et pour les accepter, en fait, tu as un échange avec le président ou le Premier ministre pour leur demander qu'est-ce qu'ils attendent de toi, c'est quoi la feuille de route, qu'est-ce qu'ils veulent que tu fasses. C'est ça qui te permet de savoir si tu es à l'aise ou pas pour prendre le job. Je te donne un exemple. Je l'ai pas dit, c'est d'ailleurs ça beaucoup, si je le dis dans mon livre d'ailleurs. Après, je suis un peu d'accord avec ça. T'as pas eu de désaccord avec Macron, toi? Visiblement, les gars, c'est un pur macroniste, en fait, Gabriel Attal. Hein. C'est pour ça qu'à la présidentielle, il faudra le surveiller parce qu'il va défendre le bilan de Macron. Il a envie de faire de l'attalisme. Évidemment, l'attalisme, c'est la succession du macronisme. Mais je pense qu'il va échouer là-dedans. Parce que Macron, il a pris tout le monde de court avec la décision de la dissolution. Mais au final, ça change pas sur le fait que Gabriel Attal est un pur macroniste, mon gars. Il a toujours été fidèle à Emmanuel Macron depuis le premier mandat. Ça, on ne peut pas le reprocher. On ne peut pas le reprocher. C'est un suceur. Voilà. Donc, il ne pourra pas arriver en 2027 comme l'homme neuf qui vient corriger les erreurs du passé. C'est impossible, ma gueule. Il était littéralement acteur. Il était acteur des erreurs du passé. C'est pour ça que je vous répète, les amis, qu'il aura une lourde tâche, c'est de défendre son bilan. Ça va être difficile. Tu pourras pas, mon gars. T'étais dedans, t'étais le porte-parole du gouvernement. Tu étais ministre. Tu étais premier ministre. Tu es le plus fidèle au macronisme, mon gars. Ça va être compliqué. Mais non, mon gars, quand le gouvernement, il faisait ses choix sur les retraites, sur l'école, il était ministre, sur les salaires, l'hôpital et même l'autorité, parce que tout le temps il en parle, tu n'étais pas observateur, ma gueule. Tu étais sur la scène. Tu étais sur la scène, mon gars. Tu étais acteur. Il a été Premier ministre 3 mois, mais peu importe, là, tu sais très bien de quoi je parle, mon gars. Ok, il était ministre éphémère, mais frérot, il était dans des postes du gouvernement, il était dans l'exécutif depuis 2017. C'est ça que je te dis, mon gars. C'est ça que je te dis. Avant d'être ministre de l'Éducation nationale, une semaine avant, parce qu'il y avait un remaniement, ils m'ont proposé d'être ministre de la Santé. J'ai refusé. J'ai refusé parce que la feuille de route, parce que ce qu'ils voulaient que je fasse, ça me semblait pas au niveau de ce que moi je voulais faire pour la santé si j'étais ministre de la Santé. Et donc, le sujet, c'est pas d'accepter. Et je comprends pas. Donc, ton collègue ministre de la Santé, qui lui aussi est un macroniste, il a mené la feuille de route qui ne te plaît pas. T'as refusé le poste, mais par contre, ça te dérange pas qu'un collègue à toi mène une feuille de route catastrophique et tu restes dans le gouvernement. Putain, mais waouh. Et waouh, what the fuck. Waouh. Waouh. Belle phrase Dofla, vous avez été acteur des erreurs du passé, comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance aujourd'hui? Dofla en conférence de presse. J'ai l'impression que vous appréciez ce stream. Parce que le fait de regarder cette interview et en commentant et en lisant le chat et en échangeant avec vous, vous passez une bonne soirée. Moi, je passe une bonne soirée. J'espère que c'est... Bon, je mets play, je vais faire ma gueule. C'est le premier poste venu qu'on te propose. La question, c'est est-ce que tu te sens à l'aise avec la ligne politique qu'on te demande de tenir et avec ce qu'on te demande de faire? Et moi, ça a toujours été le cas. Et si ça n'avait pas été le cas, je serais parti. Et
on va partout chez We Hustle, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Mais tout à l'heure, tu parlais des cours d'empathie. Enfin, tout à l'heure, dans ton livre, pardon, tu parlais des cours d'empathie au Danemark. Très bonne chose, je trouve. Ouais. Est-ce que t'en aurais besoin? Oula. Je ne crois pas. Sincèrement, il faut être lucide sur soi et on n'est jamais le mieux placé pour juger ses qualités et ses défauts. Il a dit qu'il a pas besoin d'un cours d'empathie. Non, son. Mon gars, t'as besoin de cours d'empathie. Qu'est-ce que tu racontes? What the fuck? En tout cas, je pense que le pays en a besoin. Et c'est surtout les enfants qui en ont besoin. En fait, ça s'apprend très tôt, en fait, très, très jeune dans la vie à être en société. Comment on accepte les différences, comment on les tolère, comment est-ce qu'on on accepte en fait l'autre et comment on gère aussi ses émotions. Pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre en place cette mesure? Parce que quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'ai voulu voir ce qui marchait dans les autres pays que la France sur le harcèlement. Et donc, je suis allé au Danemark, qui est le pays en Europe qui a réussi à quasiment mettre fin au harcèlement. Et quand je suis allé voir les profs au Danemark, et que je leur ai dit, mais comment vous avez fait, quelles sanctions vous avez mises pour les harceleurs? Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais comment ça, sanctions? De quoi vous nous parlez? Je dis, bah oui, si vous avez réussi à ce qu'il n'y ait plus de harcèlement, c'est que vous avez dû mettre des sanctions super lourdes. Ah non, pas du tout. Ils m'ont dit, en fait, c'est la prévention. C'est le fait que, dès le plus jeune âge, dans les toutes petites classes, on a des cours d'empathie. Donc, c'est des moments où chaque semaine, les élèves, ils apprennent la tolérance, l'acceptation des différences, la bienveillance. Et donc, je suis rentré en France et j'ai dit, bah, je veux qu'on fasse la même chose en France. Je l'ai lancé dans 1500 écoles. Ça devait se généraliser ensuite. Malheureusement, après, moi, je suis parti du gouvernement quand on a perdu les élections en 2024. Je ne crois pas que ça a été généralisé. Je pense que ça existe encore dans quelques milliers d'écoles, mais malheureusement, pas. Change de sujet, Attal, il y a des morts sur ta conscience. Sur le fond, les amis, apprendre aux enfants à respecter les autres et à lutter contre le harcèlement, bon, on va dire que c'est positif, les gars, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Mais Attal, il traîne quand même un bilan assez négatif quand il était ministre de l'Éducation nationale. C'est très négatif, mon gars. Vraiment, c'est waouh, c'est compliqué. Hein. Partout, bah moi, j'aimerais qu'on le généralise. Parce que, indépendamment du harcèlement, c'est ça ensuite qui change un pays et qui change la société. C'est aussi quelque chose qui est important pour moi de dire et que je me suis beaucoup battu pour ça. Tout ce qu'on fait pour lutter contre le harcèlement à l'école, c'est bon pour la société ensuite. Parce que si les élèves, les jeunes, apprennent à mieux vivre ensemble à l'école, à pas se discriminer, à pas se harceler, ensuite, ça fera des citoyens qui auront ce bagage-là. Et tu vois, on dit souvent qu'au Danemark, les gens sont plus heureux, vivent mieux ensemble globalement dans les pays scandinaves. Bah, je pense que c'est aussi parce qu'ils mettent le paquet à l'école là-dessus très tôt. Après, il y a aussi quelque chose à se dire, les amis. Le sujet, là, on parle de l'harcèlement. Merde, wesh, j'ai un TikTok qui... Wesh, what? Non, c'est bon. Il y a un TikTok qui s'est lancé. Les gars, quand le sujet, c'est le harcèlement, ce qui me fume avec Gabriel Attal, il nous parle d'empathie. Il n'y a pas de souci. Mais quand le sujet il devient politique, par exemple, là, on parle de la baya et tout, là, on parle d'autorité, d'interdiction, de sanctions. Ça, c'est contradictoire, genre. Moi, je trouve ça contradictoire. Je sais pas. Pour la prévention, le mec qui nous explique que la prévention marche mieux que la sanction, en tout cas sur le cas de l'harcèlement, très bien, ça je veux bien l'entendre. Mais le raisonnement, il disparaît au moment où on parle des quartiers, je pense notamment à son tweet tout à l'heure, où il parle de sanctions, fermeté, même envers les élus et envers les personnes qui ont invectivé les maires sortants. Bon, ça va, c'est pas le scandale du siècle. Toujours de la sanction et de la fermeté. Il avait parlé de redoublement, par exemple, sur les jeunes en difficulté scolaire, ou même sur les vêtements, je pense notamment à la baya. C'est contradictoire. Je le déteste. Désolé, les gars, je le déteste tellement. Vous le voyez que c'est contradictoire, les mecs. Il a harcelé les filles qui portaient des kimonos. Bon. Je vois ce que tu veux dire, mais ouais, voilà, la fameuse phrase « tu casses, tu payes, tu répares », frérot, là on n'est pas sur de la prévention, mais sur de la sanction, littéralement. Mais quand c'est l'harcèlement, là, il prend des pincettes, il est en mode « ouais, faut un peu d'empathie quand même ». Ah frérot, c'est pas contradictoire. Bah frérot, si tu vois pas de la contradiction dans son discours, désolé, moi je peux pas être plus clair, mon gars, hein, je peux pas être plus clair. Je ne peux pas être plus clair. Voilà. Prévention pour de l'harcèlement, mais pas prévention sur les jeunes en difficulté, redoublement, etc. Pour lui, c'est de la sanction directement. Mais tu vas pas de la contradiction. Bon bah très bien, écoute, hein. Il y a un double discours, exactement. Et il y a littéralement sans transition, tout à l'heure, quand je te parlais d'être présent sur la photo de famille, d'accord? Toi, tu as commencé à gauche pour finir avec la République en marche. Ouais. Est-ce que tu comprends ces interrogations aussi? Alors, oui, parce que c'est un parti différent, mais je les explique totalement. Moi, et puisque tu as lu mon livre, tu as dû le voir, la valeur la plus importante pour moi, c'est la liberté. Parce que c'est mes parents qui m'ont appris ça, parce que c'est ma mère, quand elle a divorcé de mon père, qu'elle a pris son indépendance, qu'elle nous a élevés seuls, qui m'a disait toujours
le plus important dans la vie, c'est d'être libre. Et elle me disait à moi et mes sœurs, je veux que vous soyez libres plus tard. Parce que mon père aussi m'a toujours dit que si notre devise républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité, dans cet ordre, c'est qu'il y a une raison. Et qu'en fait, les révolutionnaires, les républicains qui ont choisi notre devise, s'ils ont mis liberté en premier, c'est que c'est le plus important. Et en fait, ce que je me suis dit quand je me suis engagé en politique, c'est que, en gros, tu avais la droite qui défendait bien la liberté d'entreprendre, la liberté économique, la liberté des chefs d'entreprise, mais qui défendait mal les libertés individuelles, la question des minorités, la question des LGBT, la question globalement des droits qu'on appelle sociétaux. Et je trouvais que la gauche, elle représentait mal les libertés économiques, les libertés d'entreprendre, parce que globalement, elle propose quand même d'augmenter beaucoup les impôts sur tout le monde, mais que par contre, elle représentait bien les libertés individuelles. Et donc, quelque part, je me trouvais entre les deux à me dire, il y en a un qui défend bien les libertés économiques, mais mal les libertés individuelles, et l'autre, c'est l'inverse. Et je me suis engagé à gauche à l'époque au PS, on va dire sur la ligne droite du PS, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, c'était Dominique Strauss-Kahn à l'époque, etc. Avec l'idée que maire, ça, Strauss-Kahn. C'était en gros la tendance du Parti socialiste qui défendait plus l'entreprise que le reste du PS. Et quand Emmanuel Macron a créé son parti, je me suis dit, en fait, ça y est, la République en marche, c'est ça qui va réunir les deux, qui va défendre la liberté d'entreprendre et les libertés économiques, et qui va défendre les libertés individuelles en même temps. Et donc, je me suis engagé dans ce parti, et je le regrette. T'as juste sucé au PS avant de trahir. Pas du tout. Je le regrette pas du tout, parce que moi, je pense qu'en plus, on est à un moment dans l'histoire de la France où il faut qu'on fasse travailler ensemble des personnes qui viennent de la gauche, qui viennent du centre, qui viennent de la droite. Moi, je ne crois pas du tout au retour du clivage gauche-droite. Je pense que les clivages, ils apportent plus de division que de solutions. Tu sais quand, sans te couper, mais quand on était plus jeune, en tant que ministre, etc., on voyait de réels hommes d'État. D'accord, ouais. C'est-à-dire des gens qui avaient des vies antérieures. Je vais te citer des exemples. Par exemple, Jacques Chirac, il a perdu sa fille, Laurence. Donc, il était très aguerri sur certains sujets. Tu vois. Là, aujourd'hui, toi, tu rentres, ou du moins tu es rentré dans la politique relativement tôt. Est-ce qu'il t'a pas manqué cette expérience de vie? Tu sais, enfin, d'ailleurs, toi-même, tu as commencé cet échange en parlant de mon livre et en parlant de choses que j'ai traversées pas évidentes quand j'étais enfant ou jeune, quand bien même je viens d'un milieu privilégié. Tu as parlé de ce qui arrivait à mon père. Ouais. Donc, je pense que tous, quelque part, la plupart d'entre nous, quel que soit notre milieu, on peut rencontrer des difficultés. Maintenant, encore une fois, moi, je pense qu'il faut de tout en politique. Il faut des jeunes, il faut des moins jeunes, il faut des vieux. Le problème qu'il y avait avant 2017, c'est qu'il y avait quasiment aucun jeune à l'Assemblée nationale. En 2017, avant l'élection de 2017, il y avait une seule députée qui avait moins de 30 ans. Tu sais comment elle s'appelait ? Marion Maréchal Le Pen. C'est-à-dire que l'extrême droite... C'est vrai que Marion Maréchal Le Pen, elle a le record français de la plus jeune députée de l'histoire de la République, la 5e, je crois. Donc, ouais. Putain, c'était Marion Maréchal Le Pen. Ça aurait pu être moi le plus jeune, mais j'ai préféré jouer à Dofus. Avait permis à une jeune de moins de 30 ans d'être élue députée, mais ni le PS, ni l'UMP, ni les communistes, ni personne n'avait permis à des jeunes de moins de 30 ans d'être élus députés. Or, c'est important qu'il y ait des jeunes députés. Parce que les jeunes de moins de 30 ans, ils représentent une partie de la population. Moi, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait que des jeunes en politique, mais qu'il faut que les jeunes qui représentent une partie de la population... Ah, maintenant, c'est Boyard, d'accord. Donc, la première, c'était Marion Maréchal. D'accord, c'était la première. Et ensuite, son record a été battu. Ok. Il représente aussi une partie de l'Assemblée nationale. Et ce qui s'est passé en 2017, et ça, c'était quelque chose de très fort, c'est qu'il y a 30 jeunes de moins de 30 ans, dont je faisais partie, qui ont été élus députés. 30. Pas uniquement de la République En Marche, il y en a eu à LFI, il y en a eu dans quasiment tous les groupes, à peu près tous les groupes, qui ont été élus. C'est bien. Et encore une fois, je ne te dis pas qu'ils ont plus raison que les autres, qu'ils sont plus clairvoyants que les autres. Probablement d'ailleurs qu'ils n'ont pas la même expérience, le même bagage que des gens qui ont fait de la politique ou qui ont vécu pendant 30 ans de plus. Mais vous en pensez quoi, les mecs ? À chaque fois, on a ce débat sur le stream, mais vous en pensez quoi, les nouveaux, là ? Est-ce que ça vous dérange pas d'avoir des députés de plus en plus jeunes dans l'hémicycle? Parce que c'est bon, les gars, l'hémicycle qui est envahi par des vieux qui veulent jouir de leur privilège d'être députés encore et encore et encore, sans jamais véritablement défendre les citoyens français, ça suffit, les mecs. Hein. Il faut bousculer les codes. Il faut les bousculer, les codes. Moi, ça me dérange. Pourquoi ? En fait, à partir du moment où ça te dérange, ça suppose que tu veux réserver l'Assemblée nationale qu'à des over 35, 40 ans, 50 ans. Frérot, je sais pas. C'est comme au travail, peu importe l'âge, ce sont les idées qui priment, mais bien sûr, les idées peuvent être correctement portées par une personne de 29 ans. Quel est le problème ? Genre ? Un député jeune peut porter une idée positive de la même manière qu'un député de 49 ans. Je sais pas.
Je crois que c'est lui le député le plus jeune de l'histoire. Jamais élu en France. Ah, c'est lui. Ok. C'est lui qui tient le record, d'accord. Ok, putain, incroyable. Il a à peine 27 ans, 26-27 ans. Putain, c'est ouf. Ok. Je pense qu'ils apportent quelque chose de différent. Okay. Ils ont un regard différent sur le monde, différent sur la France. Ils sont peut-être plus conscients des attentes d'une génération qui est la jeune génération. Et moi, ce pourquoi je me bats, c'est qu'il y ait voilà, cette diversité. Les gars, je vais vous dire quelque chose. Vous me voyez député, hein. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez ce que je pourrais faire pour être député ? Il faudrait que je repère la circonscription où j'ai le plus de viewers pour espérer passer. Ou sinon, je pourrais convaincre avec du porte-à-porte, avec une équipe solide, etc. Mais j'avoue, les amis, si je me présente en tant que député, c'est pas pour perdre les mecs. Pas pour faire une candidature de témoignage ou je ne sais pas quoi. Je veux être député, je veux réussir, c'est pour gagner les mecs. Je suis pas là pour faire acte de présence, j'y vais pour gagner, frère. C'est tout, ma gueule, c'est tout. Représentés à l'Assemblée. On est encore loin d'une vraie diversité totale. On a progressé sur certains sujets, je parlais des jeunes, on peut parler des femmes aussi. Mais en tout cas, ça doit être ça le combat. Et sans transition, toi, tu penses quoi des actions déjà mises en place par les nouveaux maires ? Après, t'auras plus de streams. Non, il y aura, non, vous êtes fous. Non, vous êtes fous, les gars. Il y aura des streams. Évidemment qu'il y aura des streams. Ça va pas ou quoi ? Là, je pourrais, pour éviter de me fatiguer, santé mentale et tout, je pourrais stream de l'Assemblée nationale comme la plupart des députés. Tu peux faire des streams, tu peux aménager ton espace de travail pour pouvoir stream de là-bas. Ça va pas ou quoi, les gars ? Ah, il y aura toujours des films. Hein. Ah, par contre, peut-être que les films. Non, les films, je pense que ce sera fini, les films. Je pense que ce sera fini. On sait pas. Je pense à Bali Bakayoko, par exemple. Alors, j'ai pas vu tout ce qu'il a fait. Je pense à David Guiraud aussi à Roubaix. Tu vois, il y a des actions qui ont quand même été entreprises. Alors, ils viennent d'être élus. J'ai pas encore vu honnêtement le bilan et ce qui a été fait, donc je peux pas me prononcer sur le sujet. Là, pour le coup, j'ai pas regardé. Tu sais, ça serait facile pour moi de dire comme ils sont LFI, ils sont pas de mon parti, dire les critiquer, etc. Moi, je pense qu'il faut juger sur pièce. Je connais pas suffisamment leurs actions dans leur commune pour pouvoir te dire si je trouve ça bien ou pas bien. J'espère qu'ils auront de bonnes actions pour leurs habitants. La cantine gratuite pour les habitants de Roubaix. Bah, tu sais, on l'a fait dans les écoles. Les transports gratuits pour les habitants de Saint-Denis. Et il n'y a pas que des mairies LFI qui ont fait des transports gratuits, tu as aussi des villes. Oula, transport gratuit à Saint-Denis, comment ça ? Je suis pas au courant de ça, chef. Vraiment ? Attends, c'est vrai ce qu'il dit le chairman là ? Parce que je suis pas au courant de ça, mon gars. Oula ! Du centre, de droite, du PS qui ont fait des transports gratuits. Moi, je vais te dire pourquoi je suis réservé là-dessus. Parce que je pense qu'à la fin, il y a toujours quelqu'un qui paye. Ah, c'est pour les enfants ? Il n'y a rien qui est gratuit quand c'est de l'argent public. L'argent public, c'est notre argent à tous, c'est l'argent des Français qui payent des impôts. Donc, moi, je considère que je pense qu'il faut faire des tarifs sociaux. Je pense que même pour les plus modestes, c'est bien d'avoir des tarifs très réduits ou de la gratuité. Mais en revanche, faire la gratuité pour tout le monde, y compris pour des gens qui n'en ont pas besoin, avec à la fin un truc qui sera de toute façon payé par quelqu'un, je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Et Nicolai, ton petit frère, il pense quoi de son grand frère Gabriel Attal ? Il faut lui poser la question. Ouais, bah, je veux bien. Il faut lui poser la question. J'espère qu'il est fier de moi. J'espère qu'il est... voilà, Tu sais, après, il est jeune, hein, il va avoir 14 ans. Il connaît pas... je pense qu'il suit pas de très près toute la politique, etc. Il est encore jeune. Mais je passe beaucoup de temps avec lui et disons que moi, ça m'importe pas ce qu'il pense de moi en tant que politique. L'important pour moi, c'est ce qu'il pense de moi comme grand frère. Et j'espère que je suis un bon grand frère. Alors, c'est un peu ça la question. Et quelqu'un qui a connu dans son gouvernement la crise des Gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine totalement, le mécontentement des Kanaks, d'accord ? Est-ce qu'il a guéri ? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter de plus aujourd'hui, en 2027 ? Ça donne une expérience, traverser des crises. Et j'en ai traversé beaucoup dans mes différentes fonctions. Tu l'as cité, j'étais porte-parole au moment du Covid. J'étais secrétaire d'État à la jeunesse au moment des Gilets jaunes. Je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, mais c'était un peu la révolution avec les Gilets jaunes. Absolument. Il n'y a pas beaucoup de ministres à l'époque qui se bousculaient au portillon pour aller dans les médias. Je suis le seul qui allait sur les plateaux pour dialoguer, etc. Quand j'étais à Bercy, j'ai connu la crise de l'inflation à cause de la guerre en Ukraine. Et ensuite, dans mes différentes fonctions, et à Matignon notamment, j'ai connu aussi des crises. Bah, forcément, tu apprends. Ça te donne une expérience. Ça te permet de prendre du recul, d'avoir du sang-froid quand il y a une crise qui arrive. Ça te permet de savoir comment gérer une crise. Elle se gère toutes différemment, mais à chaque fois, moi, ce que j'en ai retenu, c'est que quand tu fais face à une crise, en fait, il faut une stratégie où tu te dis, il y a l'urgence et il y a la suite. Voilà. Faut jamais
se perdre dans la gestion de l'urgence sans penser le coup d'après et penser la préparation de l'avenir. Il ne faut jamais se dire on va penser trop loin sans gérer ce qui se passe tout de suite aujourd'hui pour calmer la situation. Donc oui, ça apprend des choses. Et les Antilles, la question des Antilles. Oh, c'est nous. Vous l'avez étudié? L'inflation, le manque de travail, le taux de criminalité. D'accord. Est-ce que c'est des questions qui revenaient tout le temps sur le bureau? Est-ce qu'il y a des actions qui ont été entreprises? Alors, il y a des choses qui ont été faites ces dernières années avec des lois qui ont été mises en place pour les Outre-mer. Objectivement, je ne vais pas te mentir, je ne pense pas que le bilan soit très bon. Il faut assumer de dire, il y a des choses qui ont été faites ces dernières années qui sont bien. Mais mec, t'avais 2 mandats, mon gars. Encore une fois, comment tu vas faire pour améliorer quelque chose en Martinique ou en Guadeloupe ou même dans les Antilles? 2017, 2022, t'as échoué. 2022, 2027, t'as échoué. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment on va te donner confiance? Comment les Antillais vont se dire, il a échoué 2 fois, peut-être qu'il va réussir la 3e fois? Comment, mon gars? Comment, frère? Bon bilan. Je te parlais tout à l'heure du chômage. Voilà. Moi, je pense que sur le chômage, quand même, on a le taux de chômage le plus bas depuis 40 ans. Ça, c'est positif. Et il a baissé, compris d'ailleurs dans les territoires ultramarins, pas assez, parce qu'il reste très élevé, beaucoup plus élevé, notamment chez les jeunes. Il y a des endroits où malheureusement, il y a des jeunes qui partent très tôt. On peut parler de la Martinique, par exemple, où il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont. Et donc, sur la question des Outre-mer, objectivement, je pense qu'on aurait pu faire mieux. On aurait dû faire mieux. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait mieux maintenant à l'avenir? Comment est-ce qu'on tire des enseignements de ça et qu'on cherche les meilleures mesures possibles pour que ça aille mieux? Tu parlais, par exemple, du pouvoir d'achat, de la vie chère. Absolument. On sait qu'il y a un dispositif en Outre-mer qui s'appelle l'octroi de mer, qui est un... Oui. C'est très technique, hein, donc c'est compliqué à expliquer, mais en gros, qui est une taxe sur les produits qui arrivent sur les territoires ultramarins pour financer les collectivités locales. Donc forcément, ça renchérit le coût des biens qui sont achetés. Eh ben, il faudrait le réformer, ça. Il faudrait faire en sorte. Mais après, quand certains proposent de le supprimer, mais les collectivités locales, les mairies, elles disent, bah d'accord, mais ça, c'est nos revenus. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir des... Donc, tu vois, je pense qu'il y a des chantiers qu'il faut ouvrir dans les années qui viennent pour que ça aille mieux, y compris notamment d'ailleurs dans les Antilles et globalement dans les territoires ultramarins, parce qu'il n'y a pas que les Antilles. Tu mentionnais tout à l'heure la Nouvelle-Calédonie. On peut mentionner aussi la Réunion. Enfin, je ne vais pas commencer à tous les citer parce qu'après, tu en oublies toujours et ça t'est reproché. Mais évidemment qu'il y a une action spécifique à avoir parce que c'est des endroits, c'est des territoires qui concentrent en fait des problèmes qui sont des problèmes qu'on rencontre ailleurs en France, mais en puissance plus, maximale. Tu parlais du chômage. Il y a plus de chômage là-bas qu'ailleurs. Il y a plus de pauvreté qu'ailleurs. Il y a un coût de la vie qui est souvent plus élevé qu'ailleurs. Il y a un impact du dérèglement climatique qui est plus important qu'ailleurs. On se souvient des ouragans, l'ouragan Irma notamment, qui avait touché certains de nos territoires. Et donc, il faut une action spécifique. Et est-ce qu'il y a aussi ce sentiment où quand on est ministre, on doit éluder, enfin, on ne doit pas accepter d'avoir fait fausse route, de s'être trompé? Moi, je pense qu'il faut reconnaître quand on s'est planté, quand on a eu une erreur, un échec, quand on n'a pas réussi quelque chose. C'est important de le faire. Toujours Mayotte, comme d'hab. Maintenant, c'est sûr que c'est jamais facile de le faire, mais il faut le faire. Et surtout, c'est pas uniquement le reconnaître pour le reconnaître. C'est se dire comment est-ce que tu en tires une leçon et un enseignement pour faire mieux plus tard. Toi, en tant que président, quel changement tu opérerais en premier lieu? Oh là là, tu me poses une question qui va être à rallonge parce que moi, il y a plein de choses que je veux changer. Moi, j'ai fixé plusieurs priorités. Je te disais tout à l'heure, dans les 2 grandes priorités, il y a l'école et les salaires. Pour moi, c'est les 2, en termes de calendrier, c'est les 2 premiers sujets sur lesquels il faut agir tout de suite. Sur l'école, encore une fois, pour profiter du fait qu'il va y avoir moins d'élèves, pour avoir un meilleur accompagnement pour les élèves et une meilleure rémunération pour les enseignants. Ça, c'est un premier point. Franchement, il a choisi 2 bons thèmes, les mecs. Hein. Il a choisi 2 bons thèmes parce que école et salaire, évidemment, ça va parler aux gens, les mecs. Hein. Ça va parler aux gens, mais encore une fois, je vais me répéter, je suis désolé. On ne juge pas un candidat sur les mots qu'il choisit. On a vu tout à l'heure tout ce qu'il avait envie de transformer dans l'école. Mais frérot, t'as déjà fait des bails. Donc là, on va te juger sur ton bilan. Pas sur les mots, mais sur ton bilan. Eh oui, sur les décisions que t'as prises, mon gars. Sur lequel moi je ne transigerai pas et sur lequel je m'engageais. Pour qu'on ait une école où le niveau monte, l'autorité est respectée et où il y a le bien-être des élèves et des professeurs. Moi, c'est les 3 sujets. Deuxième chose, sur les salaires, moi je pense qu'aujourd'hui, le problème social principal qu'on a en France, c'est les Français qui bossent et qui n'y arrivent pas. C'est les jeunes couples qui aujourd'hui n'arrivent pas à emprunter pour acheter et devenir propriétaires. C'est moi. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui a changé en France. C'est moi. Il y a quelques années où la génération de nos parents, globalement, un jeune couple qui travaillait, il pouvait avoir un emprunt pour acheter un appartement. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment impossible. Ça, il faut le changer.
Donc je dirais les 2 priorités sur lesquelles il faut renverser la table, c'est école, salaire. Ensuite, il y a plein d'autres sujets à gérer sur la sécurité. Ouais, mais tu vois, sur le salaire, je sais pas c'est quoi, c'est le levier, les mecs, hein. Parce que, en fait, les questions à se poser pour l'augmentation des salaires, est-ce que tu vas forcer les grandes entreprises à mieux répartir les richesses? Est-ce que tu vas augmenter le SMIC? Est-ce que tu vas bloquer certains prix, par exemple, sur tel ou tel produit? Ou est-ce qu'il va seulement bricoler sur les cotisations pour essayer de grignoter sur je ne sais pas quoi? Bref, c'est un bordel, mon gars. C'est pas très précis, tout ça. Avec une fonctionnaire, tu vas y arriver, Doflan. Et moi, je vais emprunter seul, moi. Je vais pas emprunter avec quelqu'un, moi. Moi, je vais emprunter tout seul. Mais en tant qu'auto-entrepreneur, compliqué hein, d'emprunter. Hein. Mais vous voulez me dire, les mecs, que le glitch... Attendez, pause. Si je suis avec une meuf qui est fonctionnaire, c'est le glitch pour emprunter, en fait. C'est ce que vous voulez me dire, le chat. C'est incroyable, non? C'est le cheat code de la vie réelle. Genre la vie, la in reality life. Fonctionnaire, c'est facile d'avoir un crédit. Ok, d'accord, bah écoutez les mecs, il me reste qu'une seule affaire en fait. Il reste une seule chose à faire. C'est pas un glitch, mais ça aide. Ok, mais je prends note. Et sur l'immigration, sur l'écologie, sur voilà, plein d'autres choses, sur la culture. Moi, mes 2 priorités, c'est ça, école et salaire. Et en cas d'échec, que ferais-tu? En cas d'échec, tu sais, en politique, normalement, quand t'échoues, bah en fait, t'es pas réélu. Par quoi? Ouais, voilà. En fait, c'est ça la politique. C'est ça la démocratie, en fait. En démocratie, tu as un élu, quel qu'il soit, que ce soit un maire, un conseiller départemental, un conseiller général, un député, un président de la République. S'il est en échec, bah, en fait, les gens votent pas pour lui, il n'est pas réélu. Et que comptes-tu faire en cas d'échec? C'est-à-dire sortir de la vie politique? Ah, si. Je sais pas. Franchement, je suis très sincère, je sais pas. Je sais pas répondre. Elle m'a été posée il y a pas longtemps sur une grande radio, cette question. D'accord. Et je vais être très sincère avec toi, je ne sais pas te répondre. Parce que bah là, en fait, je viens de déclarer ma candidature et j'y vais pour gagner dans cette élection. Donc forcément, et tu as peut-être déjà dû vivre ça aussi dans certains projets entrepreneuriaux ou autres, quand tu te lances dans un projet, bah, ton état d'esprit, c'est que tu as envie de le réussir. Et si tu te mets tout de suite à penser à ce que tu feras si ça marche pas et si tu es en échec, c'est pas très motivant. Donc si tu veux, moi, pour l'instant, je suis concentré sur mon objectif, rassembler les Français, les réunir, leur redonner de l'espoir pour mettre en place un projet qui transformera le pays dans le positif et qui fera qu'on aura des vies meilleures. Et la question de la discrimination, tu ne l'as pas tellement évoquée. On peut l'évoquer, bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure en disant que j'avais rejoint à l'époque le PS parce que je trouvais que sur les questions de droits des minorités, droits LGBT et de discrimination, je trouvais que là, il y avait plus d'engagement qu'à droite. C'est pour ça que j'avais choisi le Parti socialiste, notamment. Donc oui, c'est un vrai sujet. Et encore aujourd'hui, il y a des discriminations en France. Il y a des personnes, si je reprends l'exemple là du logement, il y a des personnes qui ne peuvent pas louer un appartement, en tout cas qui se font discriminer à la location d'un appartement à cause de leur couleur de peau. Ça existe, on le sait. Il y a des personnes qui ne peuvent pas accéder à certains emplois, à certains boulots à cause de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle. On sait que ça existe. Il y a des personnes même qui se font agresser à cause de ça. Et ça, c'est insupportable. En fait, c'est insupportable d'une manière générale, mais c'est insupportable en France, qui est une république. Et la République, on a commencé l'échange par ça, on pourra le terminer par ça. La République, c'est quand même ce qui doit permettre à chacun de vivre ensemble, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine, quelle que soit sa foi, quelles que soient ses croyances, quelle que soit son orientation sexuelle. Et en fait, quand c'est pas le cas, c'est un échec pour la République. Et la parole totalement décomplexée à la télévision, tu en penses quoi concernant les questions de discrimination, racisme, etc. Ça me choque. Et heureusement, on a une justice et on a l'ARCOM qui met des sanctions. Il y a des sanctions. Alors, on peut considérer qu'elles ne sont pas assez lourdes, qu'il n'y en a pas assez, que ça ne va pas assez vite, mais il y a des sanctions. C'est important de le dire parce que, honnêtement, si on dit que ces institutions-là, elles servent à rien, à la fin, le risque, c'est que certains arrivent à convaincre les Français qu'il faut les supprimer puisqu'elles servent à rien. Il y a des sanctions qui sont mises. Encore une fois, on peut considérer que sur telle ou telle sanction qui a été décidée, c'est pas assez dur, ça n'a pas été assez vite. Mais il y a des sanctions. Bon, et donc, ça, c'est bon. J'en ai assez entendu parler, les mecs. La vidéo, elle est presque terminée de toute façon. Je pense que là, je sature. J'avais dit que j'allais regarder ça à peine 30 minutes, mais finalement, je suis resté au bout de 1 heure. Hein. Mais honnêtement, Chairman, franchement, c'est pas mal. Ça aurait pu être une catastrophe, mais finalement, il a fait le taf un peu. Hein. Il a fait le taf.